t'as pas besoin d'une carte d'affaires. Quand tu es motion designer, ce que ça te prend, c'est un showreel. On regarde quelque chose, on fait, mais est-ce que c'est de l'animation ou est-ce que c'est du motion design? C'est quoi en fait la différence? Oui, ça prend 10 000 heures pour être expert, mais il faut toujours que tu continues comme à pratiquer puis à augmenter tes heures quand même après avoir atteint ça. Le plus gros conseil, c'est de ne pas se comparer. Je pense que c'est super important aussi de montrer son travail. Il peut y avoir un projet sans argent, mais si ça va m'apporter quelque chose et si il va y avoir de la visibilité, ça pourrait marcher. Est-ce que tu as une tortue ninja préférée? Allô tout le monde! Bienvenue à Entre deux briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Le design, c'est plus qu'une image fixe, puis c'est cette facette-là du design qu'on va parler aujourd'hui, plus en détail le motion design. Fait que c'est ça. Puis oui, puis on pourra en parler. Dans le fond, on a la chance d'avoir Rémi Vincent. Yes, allô? Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Très belle introduction, hein. C'est travailler tout ça. Oui. Merci. Fait que là, dans le fond, toi, t'es chargé de cours, professeur? Ouais, je suis chargé de cours à l'Université de Laval depuis 2020. Puis aussi, tu es chargé de cours aussi à l'UQAM, c'est bien ça? Ouais, à l'UQAM, c'est deux expériences totalement différentes parce qu'à l'Université Laval, c'est 100% en ligne et asynchrone. OK. Parce que j'ai moins la connexion que j'ai, par exemple, avec vous. D'ailleurs, je trouve ça trop nice pour vrai de décider de faire un podcast, mais de décider que tous les invités soient en présentiel. Ça fait une grosse différence. Okay. Mais j'aime ça aussi, d'avoir justement ces deux expériences à l'Université Laval, c'est cours en ligne asynchrone, fait que j'ai vraiment je sais pas comment dire, mais je peux vraiment prendre ça comme quelque chose où je peux l'améliorer à chaque fois, à chaque session. C'est ce que je dis aussi souvent aux étudiants, même à UQAM, c'est que j'apprends autant de vous que j'espère que je vous apprends au final. Puis c'est super important pour moi, justement la charge de cours, le fait de transmettre. Je trouve ça super enrichissant et puis maintenant je peux plus m'en passer pour vrai. C'est que vous allez voir, en fait, moi les premières années de pratique dans le design, ce que j'essayais de faire en fait, c'est que chaque projet qui arrivait, puis j'essayais en fait juste d'être le meilleur, puis de livrer un 100%, 110, 120, 130, 140, 150%. Mais tu sais, en vrai, à long terme, tu sais, si tu mets 150% de ta personne, bah, tu peux vite te brûler les ailes. L'avantage, je pense que maintenant, on l'a dit un peu hors caméra, en introduction et tout, je dis, ça fait, je sais pas si j'ai dit, mais ça fait genre 20 ans là, d'expérience. Puis j'ai cligné des yeux, puis boum, c'est arrivé comme ça, 20 ans. Mais j'ai plus du tout la même approche que quand j'étais comme vous, quand j'étais étudiant, genre tout feu, tout flamme, d'essayer. Puis c'est ça qui est important aussi, je pense, c'est d'essayer plein d'affaires différentes. Ce que vous faites là avec le podcast, et de savoir au final c'est quoi que t'aimes pas, etc. Et effectivement, essayer de toujours donner le meilleur, mais à long terme, ça peut être compliqué. Puis après, je trouve que c'est bien d'essayer de faire un truc un peu différent. Et moi, c'est vraiment dans la transmission, en fait, où je pense que plus on vieillit aussi, et plus on est en quête de sens. Puis tu sais, à la fin, tu sais, moi, on va en parler peut-être après, mais des contrats, là, j'en ai fait, là, pour plein de clients, que ce soit petits, que ce soit gros, des multinationales avec beaucoup de millions de dollars. Mais encore une fois, si tu réfléchis à quel point tu fais du sens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu apportes à la société. Si tu réfléchis un peu trop, tu peux pas continuer comme ça, justement, à tout en livrer, plein de projets, à donner le meilleur de toi-même, à vouloir surlivrer aussi, à vouloir faire la différence. Donc ça, c'est une grosse introduction pour dire que oui, l'enseignement, pour moi, il est vraiment important. Okay. C'est quoi concrètement les cours que tu donnes? Est-ce que ça s'appelle comme motion design ou c'est... Ouais, ça, c'est une très bonne question qui va peut-être faire une transition, mais le cours, justement, à l'Université Laval, ça s'appelle animation graphique. Okay. Qui a été, je pense, parce que c'est difficile aussi, je trouve, avec le terme motion design. Les gens, ils sont comme, c'est quoi le motion design exactement? Même le motion, dans motion, il y a mouvement. Il y a mouvement qui veut dire aussi animation. Donc, animation graphique, je trouve que ça peut faire du sens en disant, de ce que je comprends du mot d'animation graphique, c'est que je vais animer des graphiques. Mais je pense qu'il
moi, je préfère le terme motion design parce que dans motion design, il y a design. Ouais. Puis, tu vois, c'est marrant. Design, il se dialogue juste derrière toi, là. Mais tu sais, le terme design, j'arrive pas à trouver d'équivalent en français. Parce que, en fait, le design, c'est vraiment de répondre à une problématique de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, on est toujours en train de réfléchir à des solutions pour ça, à travers de l'image. Le motion design, c'est ça, en fait. C'est le fait de répondre à une problématique, mais avec l'ajout d'animation. Et le terme animation graphique, là, tu vois, c'est, comme je disais, c'est plus genre, je vais faire bouger des choses, mais pourquoi je vais les faire bouger? C'est ça. Ça, on pourra en parler plus tard, mais il y a un but derrière tout ça, en fait. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est un cours à option? Je sais pas. Parce que je pense qu'il fait partie du BASA et du CASA. À chaque fois, souvent, je veux pas dire de bêtises, surtout, ça se peut qu'on cut cette partie-là, mais parce que le fait, moi aussi, que je suis entre deux universités, et puis moi, c'est seulement, en vrai, c'est seulement la deuxième fois là, que je me rends à l'Université Laval. Étant donné que moi, j'habite à Montréal, puis le cours est en ligne. Ça qui fait aussi que j'ai la chance de pouvoir donner ce cours-là, parce que si je devais faire la route Montréal-Québec à chaque semaine, j'y arriverais pas. C'est ça. Mais je sais que, par exemple, à l'UQAM, parce que là, je le donne pour les étudiants en bac en design graphique, ce cours-là, il est obligatoire. Et je crois qu'à l'Université Laval, c'est pas encore officiel, c'est en discussion, parce qu'on est en 2025, et je pense que le motion design, c'est vraiment un ensemble, il faut le considérer. Puis je pense qu'ils parlent de le mettre obligatoire aussi pour ceux qui font du bac en design graphique, parce que j'ai des étudiants aussi qui viennent du bac en design graphique. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est un cours à option. C'est ça, parce mais c'est vrai qu'ils refont la charte des cours. Ils refont une réforme des cours puis tout ça. Fait que ça, c'est très, ça, c'est très long. C'est très important, parce que je veux pas, c'est quelque chose qui est vraiment, qui va ensemble, qui se rendu. C'est ça, littéralement. C'est une belle atout à avoir, en tout cas. Ouais, vraiment. Bon, pour mettre un peu, mettre un contexte un peu à ta vie, on voudrait savoir un peu c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à faire du motion design? Oui, super question. Il faut que je reprenne un petit peu en arrière. C'est vrai que moi, j'ai commencé mes études, c'était assez général. J'ai pas fait mes études au Québec, j'ai fait mes études en France. Puis j'ai eu de la chance en fait, vraiment avant mes études en art appliqué, j'étais donc étudiant, mais c'est le bac en France qui est un peu l'équivalent du cégep pour vous là. Ouais. Mais c'était donc on l'appelait bac, mais on va dire c'était cégep. C'était vraiment très scientifique. Il y avait de la physique mécanique. Puis moi à l'époque je voulais. Puis ça aussi c'est fou parce que maintenant avec Internet l'accès à l'information il est universel. Tout le monde, que tu sois en région, que tu sois au centre-ville. Peu importe, mais même si tu veux t'orienter, je trouve ça plus facile. Puis il y a aussi plus de proximité, je trouve, avec le milieu professionnel. C'est moins genre obscur, mais moi à l'époque, c'est genre j'allais voir un orienteur, puis il me disait ok, je veux être ingénieur du son parce que j'aime bien genre l'étape de mixage. En fait, je ne le savais pas à ce moment-là, ce que je voulais être, c'est sound designer. C'est des années plus tard que je me suis dit mais en fait, le fait d'être sound designer et motion designer, en fait, sound designer, c'est la même chose que motion design, sauf qu'à la place d'utiliser l'animation et l'animation, en fait, on va dire, on utilise le son pour, pareil aussi, répondre à des problématiques. Mais à l'époque, c'est ça, vu que j'avais pas vraiment d'informations et tout, c'était genre, il faut que tu sois ingénieur du son. Donc, l'ingénieur du son, c'est vraiment celui, tu vas, par exemple, dans un concert, ou peu importe, celui qui va ajuster les niveaux sonores, etc. Et pour ça, il fallait faire quelque chose de très scientifique, avoir de la physique, blablabla. Puis je me suis retrouvé là et en fait j'étais comme, je sais pas ce que je fais là au final, c'est pas ce que je veux faire. Ça m'a permis de prendre du recul. Je vais essayer que ce soit pas trop long, mais. Puis après, en fait, l'avantage, c'est que le fait d'avoir fait un truc totalement différent, j'avais besoin d'une mise à niveau. Et c'est une mise à niveau qui durait 1 an où tu fais vraiment de tout, dans tous le design et les arts appliqués, même au-delà du design. Que ce soit même de la peinture, architecture, design d'objets, peu importe. Puis après, j'ai été je pense, j'ai été piqué, enfin, j'ai eu la piqûre du design graphique. Puis j'ai vraiment tripé à faire du design graphique. Mais au fur et à mesure de mes études, je pense que, là, on était rendu en
2005, 2006, 2007, même 2004, on va dire vraiment, où je sais pas comment dire, mais l'accès, encore une fois, était restreint, mais avec Internet, on pouvait voir d'autres choses, puis ça faisait du bien. Et il commençait à avoir en fait la période d'or de ce qu'on appelle la technologie Flash, qui a été totalement abolie après avec l'arrivée de l'iPad et d'iOS. En fait, c'était vraiment une technologie où tu pouvais faire des sites qui étaient animés avec du son. Puis il commençait à y avoir du motion, qu'on ne savait pas que c'était vraiment du motion design, mais à l'époque, c'était vraiment genre, les sites étaient très statiques, du texte, puis d'un coup, tout devenait animé, puis c'était une expérience. C'est ça, c'était un peu le bordel en vrai, mais c'était cool parce que tout le monde expérimentait, puis limite, t'étais perdu pour naviguer sur le site, mais tout ça faisait que ça te donnait envie de dire, ah, en fait, le design là, que je fais statique, je peux le faire bouger. Comment je vais faire pour le faire bouger? C'est là que justement, il y avait Flash. Puis en fait, ça permettait de faire des images clés, des keyframes. Donc vraiment dire à un moment donné, t'as ton objet qui est à une certaine position, tu le déplaces plus loin dans le temps, et en fait c'est l'ordi, c'est le logiciel qui va calculer en fait le déplacement de l'objet, à quel point il a changé, que ce soit en position, en rotation, peu importe. Puis il va faire vraiment ce qu'on appelle une interpolation de mouvement, alors qu'à l'époque c'était genre tu voulais faire de l'animation, c'était vraiment de l'image par image, puis il fallait dessiner toutes les frames. Puis c'est ça en fait qui a fait que je me suis dit ah c'est vraiment le fun, puis je veux continuer là-dedans. Puis après ça, oh mon dieu cette intro est beaucoup trop longue, mais je suis allé dans une école qui est assez réputée en France, qui s'appelle l'école Gobelin, qui sont très très réputés pour l'animation, mais assez bizarrement moi j'ai pas fait la partie animation. C'est comme si j'avais peur parce qu'en fait il y a tellement de candidats de partout dans le monde qui veulent faire cette section-là, que je crois, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais apparemment, si tu fais le concours pour faire une animation à Gobelin, ça te prend en moyenne 4 ans avant d'être accepté dans cette formation-là. Okay. Ouais. Il y en a certains, ils essayent pendant 10 ans, ouais. mais après ça, je veux dire, tous les animateurs, attention, là, dans ce cas-là, c'est vraiment des animateurs, ils sortent de l'école, puis ils peuvent travailler où ils veulent. Ok, ouais. c'est automatiquement, c'est que tu l'as l'as, puis Ouais, t'as vraiment une reconnaissance, puis t'es God. placé où tu veux. On s'arrache vraiment les étudiants en animation à Gobelin en tout cas. Et moi j'ai fait ce qu'on appelle conception réalisation multimédia. Et c'est marrant aussi parce qu'à l'époque multimédia, c'est comme maintenant quand on passe multimédia, il y a tellement de choses, d'interactivité, de faire des installations même, de la projection vidéo, etc. À l'époque, je trouve que multimédia c'était beaucoup plus restreint. Oui, il y avait de l'interactivité, mais l'interactivité, c'était genre, tu faisais par exemple des CD-ROM, puis tu faisais en sorte que comment tu pouvais naviguer dans les menus, et tu avais tout ce qui est Internet, etc., faire des sites web. Et je trouvais que c'était trop cantonné à faire des sites web, puis je me trouvais vite, en fait, enfermé dans ce truc-là, avoir beaucoup de contraintes quand on fait des sites Internet, c'est quand même quelque chose de technique. Puis je voyais le motion à côté où on peut faire tout et n'importe quoi, sans vraiment limite de genre, est-ce que ça va respecter le fait que ça va passer sur tel ou tel navigateur Internet, etc. Okay. Puis c'est là que je me suis dit, ok, je veux vraiment faire ça. Puis dans mes études, en fait, c'était ce qu'on appelle un truc en alternance, c'est-à-dire qu'une semaine, on était à l'école, une semaine, on était en entreprise. Puis moi, j'ai eu trop de chance. J'étais dans un petit studio. C'était à la fois studio ou agence de communication, mais c'était un peu les deux. Puis c'est là que j'ai vraiment appris en fait sur le tas. On m'a montré notamment After Effects, qui est le logiciel le plus utilisé, mais il y en a d'autres. Puis c'est ça qui a fait que moi j'ai mis le pied dedans, puis j'ai continué. Et ça a fait en sorte que j'essaie de me spécialiser. C'est ça, parce que je trouve que maintenant aussi c'est marrant, les étudiants, et je pense que c'est vraiment ça en 2025, c'est les étudiants considèrent le motion design comme étant un outil et faisant partir d'un ensemble dans la pratique du design. Et je trouve ça vraiment bien en vrai, parce que comme ça, des fois il faut se spécialiser, mais des fois il faut garder la couverture complète. Mais je trouve qu'à l'époque, il y avait tellement de demandes en fait. Il y avait vraiment une demande, puis ça se démocratisait de plus en plus parce que les outils devenaient accessibles. Que justement avant, quand on faisait du motion design, c'était plus de l'animation traditionnelle, comme je l'ai expliqué, image par image. Là, c'est ça, d'un coup, tout a explosé.
il y avait justement, moi j'étais très inspiré par la chaîne de télé MTV, chaîne américaine, où en fait ils avaient toujours leur logo MTV qui était animé de 1 milliard de façons différentes. Puis ça, je trouvais ça fou. Puis à l'époque, c'était le client rêve. Tout le monde rêvait d'animer des logos MTV. Puis la demande était forte. En fait, il y avait beaucoup de jobs. Il y avait beaucoup de jobs si tu étais motivé, si tu étais débrouillard, si tu savais te démarquer, tu n'avais pas de problème à trouver des contrats. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai vraiment, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est de prendre des risques. Puis j'ai décidé, on est décidé avec ma femme de déménager au Québec pour voir vraiment autre chose. Puis on avait 0 expérience à ce moment-là. On sortait de l'école tous les deux. Puis on a commencé à travailler. Et puis ça, et encore une fois, j'ai cligné des yeux. Puis c'est passé 20 ans. OK, fait que tu as terminé l'école en France. Oui. Puis tu as déménagé tout de suite après tes études. Oui, exactement. Okay. Ouais, c'est le temps d'un été, je pense. T'es diplômé, je pense que c'était le mois de juillet. Puis septembre, on était là. Ouais. C'est-tu parce qu'il y avait plus de demandes ici ou je saurais pas le dire. c'est juste l'envie de l'aventure? Ouais, je pense que c'était vraiment l'envie de l'aventure et de voir des choses différentes. Puis tu te dis toujours, ça va être temporaire, on va faire ça 1 an. Et finalement. puis tu finis par rester. Hein. C'est ça. Ouais. OK. C'est jamais c'était finalement. Mais c'est ça qui est le fun avec le design graphique, c'est que c'est comme un bac qui est international. Il y en a que tu fais à Québec, ben, tu es juste reconnu à Québec, mettons. Fait que c'est ça qui est cool avec le design graphique. Tu peux te promener partout après si tu veux. Là. Ouais, exact, vraiment. Ouais. Puis il faut, je pense justement, il faut voyager. Faut voir autre chose. Faut s'enrichir justement. Aussi, là, ouais, s'enrichir. Aller voir ailleurs. Puis, exact. Ah, damn. OK. Puis, admettons, t'es sorti de l'école, t'es venu ici à Québec. Ouais, je suis venu à Québec. J'ai travaillé. T'as trouvé ça difficile? T'as trouvé un emploi? En vrai, le contexte, il n'avait rien à voir. Hein. Là, on était rendu en 2008. Je sais pas comment dire, mais je me sentais pas encore. Dès qu'on a déménagé ici, c'est comme si j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me disant. Je veux être motion designer, mais je pense pas encore avoir l'expérience pour être motion designer. Alors qu'en fait, pour avoir l'expérience, faut se lancer et puis faut prendre des risques. Et souvent, le fameux fake it until you make it, il est vraiment vrai. Surtout, je pense plein de sphères de design, mais particulièrement le motion design, ça arrive souvent. Genre qu'un client ait une demande et ils veulent quelque chose peut-être assez spécifique, mais tu saches pas le faire. C'est sûr que le premier réflexe, c'est genre « Ah non, je sais pas le faire, fait que je prends pas le contrat. » Mais en vrai, le meilleur moyen, c'est juste de dire oui, puis j'ai plus le choix. Maintenant, je vais trouver des... Puis là, tu finis par trouver sous la pression, certains. Okay. Fait que j'ai travaillé un petit 6 mois dans le jeu vidéo. C'est marrant parce que justement, je pensais que dans le jeu vidéo, j'aurais plus de liberté par rapport à justement, quand je disais que je travaillais à la fois 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise, puis je faisais beaucoup de sites web, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de contraintes dans les sites web, puis c'est sûr que c'était un autre monde parce que le branding était souvent hérité du print, fait que souvent tu avais tes catalogues print et tout, puis les marques voulaient absolument la même chose sur Internet, mais c'était pas on s'entend que l'interactivité, c'est pas la même manière de penser, le design interactif, le design non linéaire aussi. Fait que là, c'est ça, je vais dans le jeu vidéo et en fait, je me retrouve avec plus de contraintes au final que dans le site web. Fait que là, j'ai fait un move assez risqué parce que je suis venu ici avec un permis de travail qui durait juste 1 an. Okay. Je pense qu'il me restait 3 mois. J'ai démissionné, puis là, j'ai eu tellement de chance en vrai. C'est là que je dis que le contexte est différent, c'est que je me suis fait un top 3 des compagnies dans lesquelles je veux travailler. Okay. Et dans les 3, j'ai eu 2 réponses positives. C'est qu'en plus de ça, j'ai eu du choix. Ouais. Félicitations, c'est cool. Ouais, le contexte était différent. Encore une fois, le motion avait vraiment le vent en poupe. Puis je commençais à... En fait, moi, c'est ça. C'est que j'étais tellement passionné que genre, je travaillais mon 9 à 5, puis je rentrais chez moi, puis je continuais à faire des projets à côté, à essayer d'alimenter mon portfolio, etc. Ce qui a sûrement aidé aussi à que j'ai ma job après aussi. Puis après, c'est ça, dans les deux compagnies qui acceptaient dans mon top 3, il y avait Moment Factory. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Moment Factory, c'est un studio à Montréal où ils font vraiment des expériences visuelles diverses et variées, avec beaucoup d'interactifs, avec beaucoup de projections vidéo, etc. Et je suis rentré comme motion designer là-bas, et direct, le premier contrat qu'on m'a demandé, en fait, c'était fait des visuels pour un DJ. C'était Tiesto, qui est quand même connu, Tiesto. Ouais. C'est fou parce qu'il est connu, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, Damn. pour être totalement abandonné. Enfin, pas abandonné, mais oublié. Ouais. C'est quand même le premier DJ aussi qui a rempli un stade, ça je savais pas. Mais en tout cas, Tiesto demande à Moment Factory de faire des visuels pour accompagner ses DJ sets. Et moi, je faisais déjà en fait cette partie-là, qui est la partie plus VJ. En fait, VJ, c'est comme un DJ, sauf qu'à la place de passer des musiques et d'enchaîner des musiques, tu enchaînes des visuels. Puis tu mixes vraiment les visuels en temps réel pour accompagner en fait l'artiste visuellement. Donc ça aussi, ça m'a aidé, le fait de faire ça à côté. Ça a aidé aussi à mon embauche parce qu'il cherchait vraiment quelqu'un qui comprend aussi le fait de... Si tu dois faire un visuel pour accompagner un artiste dans son show, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc ça a aidé parce que c'est pas... par exemple, tu voudrais pas que tes visuels prennent le dessus sur l'artiste. Donc c'est toujours un accompagnement. C'est aussi le fait de comprendre aussi que ton visuel il est synchronisé avec la musique et que ça soit pas un truc random ou un truc comme ça. Et voilà, donc ça a été chez Moment Factory, ça a été ma deuxième école dans le fond. Ouais, c'est vraiment là où j'ai appris énormément de choses sur vraiment l'aspect faire des visuels, mais hors écran, on va dire, pas sur un écran conventionnel, mais que ce soit des visuels pour des shows, que ce soit des installations dans des musées, des vidéoprojections sur des bâtiments, etc. Et ça a duré 2 ans et demi. Et je ne veux pas spoiler après parce que je pense qu'il y a une question là-dessus, mais j'ai décidé en fait de quitter, de refaire, de me mettre à nouveau dans une position de risque, parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen. J'arrête pas de dire, mais c'est marrant parce que je dis, il faut se mettre dans une position de risque en tant que pratiquant du design, mais plus on va pratiquer et plus on va être conforté aussi dans la maîtrise aussi. Donc je trouve que c'est... Puis moi c'est ça, là, c'est vraiment mon challenge après 20 ans, là, c'est d'arriver à nouveau à prendre des risques, puis à être pas trop dans de l'efficacité aussi, mais c'est marrant parce qu'on parle de design, puis le design, il faut être efficace. Il faut répondre à un travail de commande, il faut livrer dans les temps, etc. Mais en même temps, il y a toujours ce côté où il faut être créatif, il faut avoir des nouvelles idées, il faut savoir se démarquer. Et pour ça, je trouve que le meilleur moyen, c'est de prendre des risques. Donc ça a été effectivement pour moi de voyager, enfin de quitter mon propre pays, de quitter une compagnie comme Moment Factory qui était, c'était la compagnie dont tout le monde parlait de cette compagnie-là. Je suis rentré, il y avait 20 personnes, maintenant ils sont 400. Mais j'aurais pu être dans le confort aussi de me dire à ce moment-là, hey, je suis dans les 20 premiers, c'est sûr que je vais avoir des responsabilités, c'est sûr que je vais finir directeur créatif, ou peut-être mieux, mais ou je serai peut-être je serai partenaire, mais je pense que j'ai encore besoin, je suis encore jeune, j'ai encore besoin de prendre des risques. Donc je pars à mon compte. Et puis là, c'est l'aventure à nouveau. Mais je n'ai pas la frustration de me dire s'il y a un projet qui va mal, ce n'est pas la faute de mon boss, là, c'est ma faute dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même une petite charge de stress de plus, mais en même temps, c'est à vivre. Là. Ouais, c'est à vivre, mais je pense que pour vivre aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui veulent directement être pigistes, d'être à leur compte, on se dit c'est trop le fun, ou même maintenant le terme digital nomade, je vais travailler n'importe où sur la planète, etc. Mais en vrai, c'est cool. Mais je pense qu'il faut quand même faire ses armes d'abord, dans un studio, dans une agence, dans une compagnie, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. C'est juste souvent ce qu'on se fait dire, là, que c'est comme la deuxième école qui aide vraiment à ta carrière, là, en général. Ouais. Puis après, c'est sûr que ça prend aussi d'avoir une espèce... Encore une fois, le risque... genre, tu sais pas comment tu vas gagner à la fin du mois. Hein. Puis tu sais pas... ça dépend tellement du contexte économique. Par exemple, en 2025, je trouve que... je l'ai déjà dit en introduction, mais c'était pas 2006 où le motion design est tellement nouveau et se démocratise tellement qu'il y a peu de gens qui le font.
Ne serait-ce que moi, je vois en fait tous les étudiants en fait que j'ai formés déjà depuis 2020. Là. J'ai pas fait le compte, mais il y en a au moins, il y en a peut-être 600 là, que j'ai formés. Il y en a jamais 600 qui vont finir motion designer, mais il y en a 600 qui ont vu c'était quoi le motion design. Puis peut-être que dedans, il y en a 20 maintenant qui sont motion designers. Je dis ça au hasard à peu près, mais ça fait toujours 20 personnes de plus sur le marché. Puis tout est dépendant aussi de comment va l'économie. 2025, il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que, au final, quand tu es pigiste, tu as peut-être moins de stabilité aussi que si tu étais employé, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mm. C'est vrai. Puis comment ça marche, mettons, au niveau de tes clients? Est-ce que c'est comme des agences qui t'approchent pour que tu fasses des contrats avec leurs clients à eux ou c'est des gens qui viennent te voir pour faire les projets, genre? Ouais, ça a dépendu, je te dirais, dans les... Parce que là, maintenant, comment ça fait de temps que je suis... on va dire, ça fait, je pense, ça fait 17 ans que je suis à mon propre compte. Donc, quelque chose comme ça, je dis à peu près au hasard, mais... non, ça fait pas 17 ans. Ça fait 14 ans, depuis 2011. Donc, on fait le calcul, ça fait 14 ans, exact. J'ai eu des clients directs. En vrai, c'est cool hein, d'avoir un client direct et tout. C'est trop bien, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais c'est tellement aussi, vu qu'on est un peu le fameux one-man army où toi, tu fais tout. Tu sais, tu vas vraiment faire déjà le premier contact avec le client. Est-ce que tu vas devoir le questionner, savoir exactement qu'est-ce qu'il veut pour comprendre ses besoins. Ça, c'est important, c'est vraiment de la communication. Parce que souvent, c'est des fois, on finit un contrat, puis il y a de la frustration dans un sens comme dans l'autre. Où en fait, soit le client n'a pas répondu à nos attentes, ou soit nous, on n'a pas répondu à l'attente du client. Mais c'est aussi souvent parce qu'en fait, on a oublié de parler, on a oublié de questionner, etc. Mais je trouve que quand tu es avec le client direct, il y a beaucoup plus d'apprentissage dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, le client, il a pas trop... Surtout tout ce qui est aspect à motion design, vous allez voir en fait que quand vous commencez le motion, vous allez dire « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est long à faire !» Déjà que le design graphique, c'est long, mais en plus de rajouter l'animation là-dedans, puis l'animation, c'est pas juste je vais faire bouger les choses, c'est qu'il y a une autre dimension qui s'ajoute, la dimension du temps. Ça prend du temps et donc il n'y a rien de pire en fait que déjà soi-même de sous-estimer le travail et de passer beaucoup plus d'heures que ce qu'on avait pensé. Mais il y a aussi le fait que le client pense qu'en fait parce que maintenant l'image animée on en voit partout, mais on sait pas en fait on sait pas le fameux prix à la seconde, la charge de travail et le prix à la seconde, parce que des fois on a des références genre j'ai vu tel ou tel Pixar, j'aimerais ça. Bon, déjà là c'est plus du motion design, mais bon. Mais je veux cette qualité d'animation là, mais ce que je dis à ce moment-là, je dis mais vous savez combien c'est le prix à la seconde là, c'est énorme en fait. Des fois c'est plus c'est 100 000 $ et plus à la seconde. Donc à partir de là en fait c'est souvent quand c'est des petits clients ils auront pas en fait les moyens d'avoir du motion design parce qu'ils sous-estiment le truc. Alors que quand tu travailles avec une agence, vu que c'est avec une agence et qu'ils ont fait toute cette partie-là déjà de sécuriser le contrat, de parler avec le client, et qu'on a déjà un mandat plus défini, des fois c'est plus le fun dans ce sens-là. Donc ça dépend vraiment des situations. Okay. Mais par exemple, de ce que j'ai fait beaucoup, c'est travailler pour des artistes musicaux, des producteurs ou des DJ, etc. Dans ce cas-là, c'est sûr que le best, c'est de travailler direct avec eux, d'avoir directement parce que l'artiste musical, il sait ce qu'il veut, puis il y a vraiment une connexion, puis on est tous des créateurs, fait que là, on s'entend bien. Là, c'est le fun dans ce cas-là. C'est quoi tu faisais avec eux? Est-ce que c'était comme les vidéoclips de leur... là, tu sais, avec Tiesto, t'en parlais un peu tantôt, comme le visuel pour accompagner son set. T'en as fait plusieurs, ça, des visuels... Ouais, mon Dieu, j'en ai fait beaucoup. Ça a été grâce à Moment Factory, en fait. Comme je dis, c'était ma deuxième école, ce qui faisait que je me suis vraiment spécialisé, en fait, dans de faire des visuels pour des spectacles ou pour des shows ou de la vidéoprojection, etc. Okay. Donc, ce que je dis souvent, en fait, c'est les écrans non conventionnels. Et j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc, soit ça a été des assez gros artistes ou soit des plus petits artistes, mais moi ce que j'ai préféré c'est quand les artistes étaient plus petits que je les accompagnais en fait. Ok. Dans la Révolution là? Ouais, exact. Il y a eu justement à Montréal, il y a un label en fait qui s'appelle Cannibalen. Puis ils ont plusieurs artistes dedans. Dedans, il y a Black Tiger Sex Machine. Je sais pas si on va être censuré à cause du
du Black Tiger Sex Machine, mais on peut dire BTSM. Il y a BTSM dedans. Il y a Apache, il y en a plein d'autres. Et je sais que BTSM, c'est marrant, on s'était rencontrés en fait sur un festival où je devais faire les visuels pour eux, mais ça avait été... on se connaissait pas en fait. C'est eux, ils arrivaient et puis ils jouaient leur musique, puis moi je faisais les visuels, puis là ils ont commencé à triper, et puis on a commencé à parler. Puis il y a eu une amitié, mais ils étaient vraiment tout petits. Puis à un moment donné, ils m'ont fait confiance, on a commencé avec un petit contrat et on a travaillé, je dirais au moins 5 ans ensemble. Puis entre-temps, ils sont devenus gros, donc ils avaient plus d'argent, donc il y avait plus de... Il n'y a pas plus d'argent pour nous, mais c'est que nous, on a de plus en plus d'envie de faire des choses folles et avec de l'ambition. Et ouais, là, c'est le best quand tu accompagnes quelqu'un. Parce que je dirais aussi que quand tu es pigiste, c'est que tu es souvent seul devant ton écran aussi. Puis c'est souvent, en fait, tu commences un contrat et tu dois refaire tes preuves à nouveau. Tu recommences un nouveau contrat, tu fais tes preuves. Alors que quand tu es salarié dans une compagnie, etc., déjà, tu lis, tu as un lien avec ton équipe, une espèce d'osmose qui se fait où plus tu travailles avec les gens et plus normalement tu es efficace. En tout cas, dans des petits studios. Quand c'est trop gros, c'est toujours plus compliqué. Mais alors que quand tu es pigiste, tu es toujours tout seul, puis tu dois toujours commencer à... Le client qui t'appelle, c'est la première fois, c'est comme... Si par exemple à ce moment-là, tu es dans une mauvaise phase et que juste cette journée-là, tu as une mauvaise journée et tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais, ou que ton travail... C'est dur aussi d'être confiant de ce que tu fais. Des fois, tu as une mauvaise journée, tu essayes quelque chose. C'est ça que je trouve qui est dur aussi dans le design en général, c'est que des fois, tu peux avoir la meilleure volonté du monde, puis tu essayes un truc, ça marche pas. Non, c'est ça. Et tu sais, c'est pas genre, ouais, mais tu as passé une journée dessus, fait que ma journée est payée. Ben, ça dépend, parce qu'il y a aussi deux manières de facturer. Il y a soit tu factures au temps, à la journée, ou soit tu factures à la... J'ai que le terme anglais, désolé, mais au package, au forfait. Mais le problème, forfait, c'est bien en fait, parce que si par exemple tu as un logo pour une énorme compagnie multinationale, c'est sûr que ton logo, tu vas le vendre beaucoup plus cher que ton logo pour l'entreprise du coin de la rue. Mais ça veut dire aussi que si tu te plantes à un moment donné, surtout dans un contrat de motion ou même dans faire du design graphique et que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, et que ce que tu pensais faire en un jour, bah, tu mets 3 semaines. Tu travailles dans le beurre. Ouais, tu travailles dans le beurre. Ouais. Mais des fois, ce travail-là, tu te dis, ah, c'est sûr, c'est une journée perdue. Mais non, aussi, c'est de la réflexion qui a été faite dans cette journée-là, etc. Je me suis perdu où est-ce que je voulais aller. Mais... Ouais, je comprends. Ça... Okay. J'ai vu sur ton site internet comme la vidéo d'intro qu'il y a sur la page d'accueil. Là. C'est nice. Comment? Ouais, vidéo d'intro. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des projets que tu as fait? Parce que ça, je pense que c'est comme un résumé des projets que tu as fait. Ouais, exact. Moi, j'appelle ça un showreel. Vous êtes familier du terme? Ouais, showreel, démo reel aussi. Okay. Reel maintenant. Ah, puis oui. Mais quand on dit un reel maintenant, c'est plus... on pense plus au reel des réseaux sociaux, etc. Mais ça reste un reel, ça reste un montage en fait de choses, mais un showreel ou un démo. Parce que moi, je dis souvent démo reel, c'est plus pour un technicien, un showreel, c'est pour un designer, où tu montres vraiment ce que tu peux faire, mais tu montres pas juste l'étendue de tes compétences techniques. Mais c'est super important, en fait, je dirais, d'avoir un showreel. Pour un motion designer, en fait, c'est clairement la porte d'entrée, c'est ta carte d'affaires, en fait, dans le fond. En fait, moi, je dis toujours, tu n'as pas besoin d'une carte d'affaires. Quand tu es motion designer, ce que ça te prend, c'est un showreel. C'est juste, tu vas prendre tous les travaux que tu as, qui te représentent, et tu vas faire ça dans un montage condensé de... à un moment donné, c'était la mode d'avoir des showreels qui durent genre 2 minutes 30. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est court et impactant. Fait que moi, je pense, le mien fait un truc comme 40 secondes. Puis c'est parce que souvent aussi, vous voyez maintenant la tension sur Internet, que je pense qu'en vrai, maintenant, c'était fou parce qu'avant, tout ce qui était showreel et tout, je voyais les vues. J'avais les stats des vues. Je voyais que c'était souvent des gens qui le consultent depuis leur ordinateur. Maintenant, je dirais c'est 50-50. Peut-être des fois même, je trouve que la partie vue depuis un cellulaire est peut-être même plus forte maintenant. Ouais. Mais donc, l'attention, il faut l'avoir. Fait que si ça dure ne serait-ce que plus une minute, tu es sûr que la personne aura cliqué ailleurs. Franchement, souvent, ça prend... Je pense que le temps moyen, j'avais vu, c'est fou, ça va vous étonner, mais le temps moyen de vue, c'était 17 secondes.
sur justement, quand tu as une vidéo d'introduction, peu importe la vidéo que tu vas faire, si tu n'as pas réussi à capter l'attention à 17 secondes, hop, ça skip. C'est parti. Fait que là, c'est super important aussi dans la manière dont tu constitues en fait ton showreel, d'être stratégique aussi en disant attends, mes meilleurs travaux, je vais les mettre dans les premières secondes. Mhm. Puis après, c'est pas que je vais combler, mais après, je pourrais prendre plus de temps, soit projet par projet ou soit par thème, Ouais. pour voir un petit peu l'étendue de ce que je fais. OK. Mais ouais, j'essaie. Le problème avec les motion designers, c'est qu'on n'a jamais un showreel à jour. Hein. Je pense que le mien, maintenant, ça va. Je suis pas pire. Il a peut-être 3 ans. Okay. Mais Ça souvent, doit quand même être long à updater là, en tant que tel. c'est à la fois long, mais c'est à la fois aussi, tu dis toujours, mon Dieu, mais c'est tellement ma vitrine, faut qu'elle soit parfaite, et tu te mets trop de pression en fait à faire ça. Alors qu'en fait, le mieux, c'est, j'ai toujours à n'importe qui veut être motion designer, ou même des étudiants, etc. Je suis comme, tu préfères ne pas avoir de showreel du tout, ou avoir un showreel quand même que oui, t'es pas à 100% satisfaite ou satisfait de ton showreel, mais au moins t'as quelque chose, tu vois. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est juste plutôt que de pas montrer et d'être trop difficile envers soi-même, sors-le, puis tu auras le temps d'en faire un autre après. Là. Et ne fais pas des projets exprès pour ton showreel. C'est genre, il faut avoir quelque chose, c'est sûr. Il faut avoir un showreel, ça c'est super important. Okay. Et c'est souvent après ce visionnement que des clients vont me contacter. Ouais. C'est quoi, tu utilises After Effects, toi, ou tu utilises un autre logiciel? Utilises-tu Blender aussi des fois ou... C'est une excellente question. Alors moi, étant donné que je suis un peu un vieux de la vieille, avec mes 20 ans d'expérience, c'est sûr que je suis très à After Effects, mais c'est toujours le cas. C'est qu'After Effects, c'est vraiment, je dirais, le logiciel, l'outil. Je préfère même dire outil que logiciel, parce que maintenant, il y a tellement d'outils qui sont à disposition, mais c'est vraiment l'outil le plus utilisé pour faire du motion design. En fait, c'est un fourre-tout. After Effects, tu vas prendre des trucs qui viennent de partout, que tu aies fait de la 3D, que tu aies fait du design graphique dans n'importe quel autre logiciel, tu vas l'importer dans After Effects dans le but d'ajouter du mouvement et de l'animation. Donc ça, c'est vraiment le plus répandu. Après, j'adore aussi, effectivement, Blender. C'est ce que je dis à tous mes étudiants. Je suis comme, Blender est gratuit, Blender est open source, Blender est excellent. Utilise-le. Là. Pour vrai, il y a tellement de ressources maintenant, c'est fou. Alors qu'avant, pour vrai, les logiciels de 3D, là, ça coûtait tellement cher. Là. Puis ce qu'on fait tous, en vrai, en étant étudiant, c'est que jamais on va payer la licence. Et soit la licence va faire partie payée par l'université, où on va avoir vraiment des tarifs spéciaux. Mais sinon, encore maintenant, c'est aussi la manière de fonctionner. Maintenant, la suite Adobe, c'est un abonnement par mois. Avant, il fallait payer sa licence pour avoir le logiciel de telle version. Donc, on va dire la version 2023. Mais tant que tu ne payais pas une nouvelle licence, donc le truc au complet qui coûtait super cher, tu restais avec cette version-là. Il n'y avait pas de mise à jour. Alors que l'avantage, au moins, c'est que tu peux toujours mettre à jour ton logiciel et ça te coûte moins cher à l'achat, en tout cas d'un coup. Mais dans le sens où Blender est gratuit, Blender est open source, il faut y aller là. Mais c'est fait pour faire de la 3D, Blender. Donc c'est sûr que si tu fais que utiliser Blender et que tu ne sais pas utiliser After Effects, tu ne pourras pas vraiment faire de motion design parce qu'il faut arriver à tout mettre ensemble. C'est ça. Ouais, c'est super important. Il y a aussi d'autres outils qui commencent à sortir de plus en plus. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup et j'ai toujours pas eu le temps d'expérimenter, c'est Cavalry. Et il y a une version gratuite. Si on veut avoir vraiment beaucoup de fonctionnalités, il y a une version pro, mais la version gratuite, elle fait vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive en force. Et il y a même des motion designers qui se spécialisent dans Cavalry et qui arrivent à avoir beaucoup de travail grâce à ça. Parce qu'il est différent d'After Effects. After Effects, il est très linéaire. L'autre, il est plus nodal ou procédural. C'est qu'on connecte des boîtes ensemble qui font qu'on peut arriver à un système qui va faire en sorte aussi qu'on va pouvoir l'automatiser ou alors créer des choses très spécifiques plus rapidement. Ouais. Donc ça, Cavalry, je le conseille vraiment à tous les étudiants qui peuvent... s'ils n'ont pas vraiment aucune expérience avec After Effects, utilisez After Effects, certains, mais soyez curieux aussi, allez voir Cavalry, qui est gratuit, allez expérimenter avec Blender. Puis maintenant, il y a aussi l'interactivité aussi qui arrive beaucoup. Ça, je trouve aussi, c'est quelque chose, il faut faire vachement attention.
je pense que dans la pratique du design en général, mais je l'ai déjà dit, d'être curieux, de prendre des risques, mais c'est aussi d'être capable de s'adapter et comment on appelle ça, pas de s'auto-former, mais d'être autodidacte. Je trouve que s'il n'y a pas ce côté autodidacte, parce que souvent, justement, les étudiants de maintenant, vous êtes la génération tutoriel. Le problème d'un tutoriel, en fait, c'est qu'on fait un ensemble de techniques qui sont mises bout à bout. Il y a plusieurs étapes, tac, 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 je fais mes étapes. Puis je finis par faire ce que je voulais, parce que je cherchais vraiment un effet spécifique à faire en animation. Grâce au tutoriel, j'ai réussi à le faire. Par contre, si je dois le refaire un mois plus tard, je serais incapable de le refaire parce que j'ai pas compris en fait le chemin qu'on m'a fait prendre. Le fait justement d'être la génération tutoriel, c'est qu'on oublie en fait d'avoir ce côté autodidacte et de se poser plus des grandes questions, de comprendre le fonctionnement de tel ou tel outil. C'est sûr qu'il pour maîtriser un outil, il faut pratiquer certains. Je sais pas si vous connaissez la règle d'ailleurs de quand est-ce qu'on devient expert dans un domaine. Non. C'est pas après comme 10 000 heures, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Mais je vous laisse calculer, là, 10 000 heures là, de pratique, là. Ça, c'est vraiment beaucoup, là. Ouais. Mais c'est ça aussi le problème, là. C'est genre, on arrive, on est étudiant, on est tellement bombardé d'images et on se compare déjà avec plein de designers qui ont 10 000 heures d'expérience. Moi, je trouve ça super anxiogène pour vrai, là. C'est comme moi, dès que je me balade sur Instagram, en fait, c'est comme je vois que des pros, puis il y a tout qui bouge super bien. Ouais, on se dit, pourquoi moi, j'arrive pas à ce niveau-là? Parce qu'il y a les 10 000 heures. Et pour les 10 000 heures, il faut les faire, tout simplement. Mais si on n'a pas ce côté autodidacte, en fait, on va pas arriver à s'adapter. Parce que je pense que le design, il a jamais été aussi en changement que maintenant. Que ça soit avec l'IA. Et ça aussi, c'est important. L'IA, je pense que c'est un outil et il faut arriver à l'intégrer dans sa méthodologie, mais il ne faut pas en être esclave non plus. Il ne faut pas être esclave de « je sais écrire des prompts ». C'est juste, c'est un outil parmi tous. Il nous fait gagner du temps en tant que designer. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, le design, si on a plus de temps en tant que designer, on a des meilleures conditions normalement. Mais ça aussi, c'est pareil. Les clients maintenant, ils voient un truc, ils expérimentent eux-mêmes avec l'IA, ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose en 2 secondes. Mais c'est toujours pareil, après faire quelque chose de très spécifique et répondre vraiment à tel ou tel besoin. Ça se fait pas, là. Non, tu es obligé en tout cas, il y a toujours un humain l'IA, elle ne fonctionne pas toute seule, là. Il faut la guider, il faut faire des essais-erreurs. Mais ça fait partie d'un tout, en tout cas. Je pense que, par exemple, elle est très bonne dans la phase de conception. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est excellente. Pour faire du storyboard, elle est bien aussi. Après, il faut faire des choses spécifiques un peu moins, mais il faut arriver à s'adapter avec l'IA. Il y a beaucoup de changements à venir, c'est certain. Le temps réel aussi. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Vous voyez, c'est quoi le temps réel? Non. Moi, ça me dit quelque chose, non? Ouais, en fait, le temps réel, c'est que dès que tu fasses de la 3D ou que tu fasses des choses avec After Effects, etc., tu es toujours obligé, en fait, tu travailles dans ton logiciel. Tu vois un petit peu les choses en temps réel en faisant ce qu'on appelle une prévisualisation. Souvent, c'est tu appuies sur la barre espace, puis ça fait une lecture de ce que tu es en train de faire, et puis tu regardes ce que tu es en train de faire en boucle, jusqu'à ajuster le mouvement comme tu veux, et que tu sois content avec ton mouvement. Une fois que tu es content avec ton mouvement et ta séquence au complet, tu vas faire un rendu vidéo, un export. Puis ça, c'est souvent... ça prend du temps, en fait. C'est pas instantané, là. Surtout en 3D... Surtout sur... bon là, je généralise plus avec l'animation en général, mais un long métrage d'animation, justement les premiers Pixar, je pense que le premier vraiment c'était Toy Story. Je ne me rappelle plus combien de temps ça a pris de temps de calcul d'ordinateur, mais on parle de mois complets entre... J'ai travaillé dans mon logiciel de 3D et j'ai pu l'exporter et c'est arrivé dans une salle de cinéma et j'ai pu calculer toute cette 3D. Donc tout ça, c'est du temps d'export, mais avec le temps réel, il y a plus ce temps-là. Et en fait, l'exemple le plus commun, en fait, c'est quand on est dans un jeu vidéo en 3D et que peu importe les mouvements qu'on fait avec son personnage, ça réagit en temps réel. C'est du temps réel. Parce que en fait, l'image calculée, elle est calculée dans le fraction de seconde avant, et en fait, on ne voit pas là. Okay. Donc, c'est ça le temps réel. Et justement, ça, c'est une évolution du motion design en général, c'est qu'il y a l'IA dedans, il y a le temps réel,
Et ça, il y a de l'adaptation à faire. Et le dernier, c'est l'interactivité aussi. Si je dois prendre des exemples à chaque fois, au niveau des outils, justement pour le temps réel, il y a un moteur de jeu qui s'appelle Unreal, qui était pour le jeu Unreal, mais qui est maintenant utilisé pour faire du temps réel un peu partout. Un exemple, c'est la série télé de Mandalorian, de Star Wars. En fait, ils n'ont pas travaillé avec des fonds verts. Parce que ce qui est compliqué quand tu travailles avec des fonds verts, c'est pour que les acteurs, en fait, ils soient vraiment dans l'environnement, ils comprennent les interactions qui vont se passer, etc. C'est super dur parce que tu as genre un fond vert, puis après, en fait, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de travail de post-production. Donc vraiment rajouter les effets spéciaux, enlever le fond vert, c'est très très long. Mais maintenant, avec le temps réel, ce qu'on peut faire, en fait, c'est d'avoir un espèce d'écran circulaire qui fait presque un 360 degrés. Et grâce au moteur de jeu de Unreal, en fait, on va calculer un environnement 3D. Il va y avoir un capteur sur la caméra. Et quand la caméra bouge, en fait, le point de vue, la perspective derrière va changer. Ah, c'est insane. Ouais. J'avais vu une vidéo là-dessus, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Et ça, c'est possible grâce au temps réel. Okay. C'est possible grâce à Unreal. Il va y avoir d'autres outils qui seront à disposition. Mais maintenant, par exemple, Unreal a fait une partie dédiée au motion design pour faire bouger de la typographie, faire bouger des formes en 2D, etc. en temps réel. Ce qui font que les possibilités maintenant pour... si par exemple tu fais du Unreal et que tu maîtrises cet outil-là, bah, tu vas avoir beaucoup d'opportunités parce que c'est un truc qui est nouveau, qui est en train d'arriver. Et c'est ce que je dis toujours, en fait. Il faut être des premiers. Il faut être curieux pour arriver à trouver un créneau et aller dedans, en fait. Surtout dans un contexte économique où si tout le monde fait la même chose, bah, forcément, il n'y aura pas de job au final. Exact. Ouais. Et pour l'interactivité, il y a un autre logiciel qui s'appelle Rive, R-I-V-E, que j'ai pas eu le temps non plus d'expérimenter, mais il est vraiment bien fait parce qu'en fait, il sort des animations qui sont faites exprès pour être lues par le navigateur Internet. Et donc, sur un site Internet, c'est un peu comme s'il y avait Flash avant, mais maintenant, où tous les navigateurs peuvent lire, tu peux le regarder de ton cellulaire, et du coup, tu peux faire des animations qui sont très légères, qui fait que ton site web va s'afficher super vite, contrairement à une vidéo, parce qu'il faut charger la vidéo, c'est très long, mais là, c'est un truc qui est même en vecteur, si tu veux. Donc, c'est comme instantané. Mais tu peux rajouter de l'interactivité avec ça. Tu peux même faire des jeux aussi, vraiment des jeux interactifs et tout, c'est super intéressant. Et je trouve que c'est une chance, justement, maintenant, d'avoir... tant de changements qui s'opèrent dans le design, c'est qu'il y a 1 milliard d'opportunités à prendre. C'est fou. Ça me donne envie à soir de tout essayer d'apprendre les logiciels. Vas-y, essaye tout, là. Ouais. Je pense pas que je vais être capable en une soirée, mais... Ouais. Mais déjà, d'avoir cette curiosité d'aller voir, c'est déjà bien. Et puis, j'ai déjà cité Blender, Cavalry et tout, qui sont gratuits, c'est vachement bien. Ouais, c'est ça. J'ai essayé une fois Blender, là. Mais c'est quand même touché, là, quand tu rentres là-dedans, t'es comme wow. Ouais, parce qu'il y a maintenant il y a de la profondeur. Là, souvent on dit XY, puis là on rajoute le Z qui est la profondeur. Ouais, c'est super dur. C'est ça, parce que souvent en motion, il y a quand même de la physique un peu avec les déplacements puis tout ça, là, souvent, ou des maths, ou je sais pas trop. Là. Tu vois, c'est marrant, tu parles de physique, etc. Mais l'animation, en fait, c'est l'illusion de la vie. Et en fait, si par exemple tu es en train de faire tomber une balle sur un sol et qu'elle doit rebondir, ben, c'est sûr qu'il faut y croire, en fait. Faut croire que la balle, elle a la gravité, elle a du poids, elle va rebondir d'une telle ou telle façon, et c'est super difficile. Fait que les lois de la physique s'appliquent aussi en motion, là, dans le fond. Là. Ouais, 100%. Ouais. Parce que moi, je l'ai fait en cours, puis là, je suis comme, les 12 principes. Si on avait vu l'exercice, justement, avec les balles de différentes, la boule de quille, whatever. Là. Ça a bien été, quand tu l'as fait? Ça s'est bien passé. C'est ça, c'était pas mon... Ouais. C'était pas l'exercice... je sais pas. C'était le fun pour eux. Et dans le cours, c'est quoi qui t'a le plus aidé, en fait, dans ce cours-là? Moi, j'en avais déjà fait un peu avant au cégep. J'avais fait ATM. En ATM, ça? Ah ouais? À Jonquière, c'est ça? Ouais, à Jonquière. Puis on avait un cours de motion là-bas. Ouais. Fait que, c'était vraiment le fun. Puis j'ai full trippé. Puis c'est là que ça a un peu comme commencé un peu que j'avais envie d'en faire plus, mais... Fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé le bac. Puis là, j'avais vu qu'il y avait un cours de motion graphique, motion design. Puis là, j'étais comme, OK, je vais le faire. Fait que c'est ça. Moi, j'ai une question c'est le par fun. rapport à ça. Je sais mais pas le générique, si c'est nice pour elle. Je sais pas si ça va
make it de cote, là, mais moi, j'ai un cours de design cinétique cette session. Est-ce Qu'est-ce- que ça ressemble un peu à du motion ou pas du tout, en fait? Parce que moi, dans ma tête, je m'en allais faire du motion. Là. Je sais pas, qu'est-ce Je que peux tu... pas dire. Non, je saurais pas dire le design cinétique, je saurais pas. Parce que je sais que c'est Ouais, axé faudrait beaucoup voir la sur des- description du cours. Ouais, c'est ça. Je peux pas aider malheureusement. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste savoir si tu savais Ouais. peut-être. Parce Mais que... tu me diras comment ça a été. Oui, absolument. J'ai bien hâte de commencer là, de voir ça va être quoi, justement. Est-ce que tu prends beaucoup de projets en même temps, même si tu donnes des cours? Ouais, ça à c'est deux ma plus grande problématique Ouais. en ce moment, c'est que les charges de cours ont pris trop de place. J'ai là en 2025, j'ai 6 charges de cours. Oh mon Dieu, ok. C'est vraiment beaucoup. Mais Ok. ça veut dire aussi que j'aime vraiment ça là. Ouais, ben c'est Mhm. sûr. Ouais. Mais ça veut dire aussi que j'ai moins de disponibilité pour Mhm. prendre des contrats et de Mhm. continuer à faire ce que je sais faire, Exact. vraiment. Donc j'ai des ajustements à faire, mais j'aime trop le fait d'enseigner, de transmettre, ce qui fait que je retourne sur les bancs de l'école pour faire une maîtrise en art. Ouh, OK. Nice. Entre parenthèses, c'est art numérique. ok, wow. Et c'est au Centre NAD à Montréal. Ma rentrée et la prochaine session. Ok. As-tu hâte, Ouais, c'est marrant. Je faisais des cauchemars que je reprenais l'école. finalement? Et finalement, je reprends Comme une l'école. pauvre. Mais pourquoi je fais ça, en fait c'est simplement pour... vu que j'essaye d'avoir une pratique pérenne dans le temps, Mhm. et que je dis pas que je me suis brûlé les ailes, mais j'ai quand même mis beaucoup d'énergie, et je n'ai plus cette énergie-là. Mais grâce à l'expérience, en fait, un truc que ça me prenait en fait 150% de ma personne pour livrer et faire quelque chose qui en vaut la peine. Grâce maintenant à mon expérience, je peux ne pas donner 150% de ma personne, je dis pas de moins travailler, mais de travailler plus intelligemment, Mhm. et donc d'éviter de me brûler les ailes. Mais vu que j'aime tellement ça, transmettre et enseigner, le fait de faire une maîtrise va pouvoir faire en sorte que je pourrais éventuellement appliquer un poste de professeur Professeur. s'il devait s'ouvrir. C'est ce que tu aimerais faire éventuellement, dans le fond? Bah, c'est vraiment dans le côté pérenne. Je pense que je suis vraiment à mi-chemin dans mon expérience professionnelle. Mhm. Et si je dois travailler 40 ans, je pense pas pouvoir faire les allers-retours comme je fais maintenant, de faire 6 charges de cours, puis continuer non, à c'est travailler à certain. côté. Mhm. C'est vraiment un switch dans le cerveau aussi entre... parce que pas tout le monde est capable aussi de transmettre. Déjà, il faut aimer ça, et puis il faut vraiment vulgariser, donner envie aussi beaucoup. Mhm. Surtout sur des cours... moi, je vois UQAM, le cours, c'est un cours obligatoire. Il n'y a pas tout le monde qui va être là. Mhm. Donc, il faut que... Moi, je veux dire, je suis passionné de motion design, donc... mais tu sais, il faut quand même donner l'envie aux étudiants de le faire. Faut les laisser expérimenter. Faut qu'ils soient curieux. Mais en même temps, il faut donner des contraintes aussi, parce qu'on veut que le cours il soit professionnalisant. Donc voilà, mais OK. à voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. C'est vrai que j'avais pas pensé que le fait que les cours options, c'est sûr, c'est des gens qui ont choisi d'être là, fait que c'est des gens qui ont déjà envie Exact. de Mhm. participer. Exact. Tandis qu'il y a des cours qui sont obligatoires, c'est vrai que... Peut-être moins des fois. Ah oui, oui. d'être là. Ouais, c'est vrai qu'il doit quand même avoir une différence là, de motivation de la part des élèves. Ouais, ouais. OK. Ben, après, c'est ça, moi j'essaye toujours de faire un cours que j'aurais aimé. Je donne le cours que j'aurais aimé avoir. Mhm. Puis j'ai jamais eu de cours de motion design. Si j'ai eu quelques cours d'After Effects, mais c'était vraiment pas concluant, puis c'était très technique. Et moi, c'était vraiment ça. Genre, je commençais parce que je dis toujours aussi que pour être motion designer, il faut être designer graphique en fait. Mhm. Si t'es pas designer graphique et que tu veux faire du motion design, ça va être compliqué. Tu seras animateur, tu seras un technicien, un ou une excellente technicienne, mais tu seras pas motion designer. Parce que, encore une fois, c'est le terme design de répondre à une problématique, de trouver des solutions. Mhm. Si tu fais des choses qui bougent super bien et de manière très naturelle, mais que ton design graphique il est so-so, il est pas super, en vrai, le résultat il sera pas bon. Alors que si tu as un design graphique qui est vraiment fort, pertinent, original, peu importe, et que tu te débrouilles et que tu essayes de le faire bouger, mais quitte à simplifier en fait, ben ça va quand même super bien passer, et puis ça fera du sens. Mhm.
Mais c'était super dur pour moi, en fait. Je trouvais que tout le côté design graphique, bah, c'est ça, j'ai eu des cours, puis de toute façon, c'est par la pratique aussi. Souvent, on te dit, bah, je vais faire un cours, puis je saurais faire ça, mais non, il faut que tu travailles à côté, il faut que tu fasses des choses, ou apprendre à dessiner, par exemple. C'est comme, comment tu vas apprendre à dessiner? Oui, on va te montrer des techniques, mais il faut que tu pratiques. Les 10 000 heures. Les 10 000 heures, exact. Ben, dans l'animation, c'est la même chose, sauf que moi, en fait, je transposais en fait mon design graphique qui était statique, je le transposais en animation. Puis il y avait plein de trucs qui marchaient pas. J'étais comme, pourquoi ça marche pas? Le rythme il est pas bon, mais je sais même pas dire pourquoi il est pas bon. Les transitions, ça marche pas. Les mouvements, ils sont pas réalistes, etc. Et c'est justement des années plus tard, en fait, en revoyant, parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que on a parlé des 12 principes d'animation, de l'illusion de la vie quand tu fais de l'animation, etc. Mais juste les 12 principes d'animation, je pense qu'il y a au moins 80% des motion designers qui connaissent pas, alors que c'est la base. Mais en revoyant ces trucs-là, en fait, et même en faisant moi-même le cours que je voulais avoir, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de notions d'animation dans ce cours-là, et de tout ce qui est l'aspect conception, de comment tu dois mener un projet de motion de A à Z, etc., les étapes de travail, ben, je trouvais que ça aidait beaucoup plus vite. En fait ce que tu dois faire, c'est développer ton œil critique, que tu as déjà un bon œil critique pour des images, mais tu dois le développer dans l'animation, comprendre pourquoi effectivement ça transitionne pas bien, ouais. pourquoi le rythme est mauvais, etc. Et une fois que tu as développé en fait cet œil critique, bah, tu peux aller beaucoup plus vite. Et tu peux en fait, c'est beaucoup mieux en fait de développer son œil critique en animation et de comprendre qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas. Et par la pratique d'acquérir des techniques, il faut aussi faire un enchaînement de tutoriels, mais il faut comprendre pourquoi on le fait en fait. Et je me suis sûrement perdu là-dedans, mais je sais plus c'était quoi la question. Moi non plus, je sais plus. Moi non plus, dans le fond. Mais je voulais savoir, parce que depuis tantôt, tu fais comme un peu une comparaison entre l'animation puis le motion, mais est-ce que des fois, il y a comme une zone grise où est-ce qu'on ne sait pas vraiment si c'est du motion ou de l'animation? Ou... Ouais, c'est vraiment une excellente question. Je dirais que l'interprétation de qu'est-ce que le motion design est assez floue. C'est ça. Si on reprend encore une fois, donc le motion design, c'est le fait de répondre à des problématiques de design grâce à l'ajout du mouvement, de faire bouger des formes, de faire bouger du texte, faire bouger des photos, etc., etc. Même intervenir sur des vidéos pour répondre à des problématiques. Mais justement, le terme motion design est assez flou parce qu'en fait, on ne sait plus. Elle est super bonne ta question parce qu'en fait, on ne sait plus à un moment donné. On regarde quelque chose, on fait, mais est-ce que c'est de l'animation ou est-ce que c'est du motion design? C'est quoi en fait la différence? Il y a une association qui s'appelle Motion Plus Design. Ils organisent des conférences un petit peu partout dans le monde et tout. Et ils ont une interprétation assez personnelle de c'est quoi la limite entre du motion design et le film et du film d'animation. Et je la trouve pertinente. En fait, c'est par exemple, tu peux faire une vidéo. Le motion design il est super en fait pour vulgariser l'information, pour capter l'attention du spectateur, surtout sur des fois des connaissances que tu dois avoir ou un texte que tu affiches juste un texte à l'écran. Puis c'est juste affiché à l'écran, t'es comme t'as pas envie de le lire. Ouais. Mais si tu commences à ajouter du mouvement, tout ça dans une vidéo qui est bien rythmée, avec du sound design, peut-être une voix hors champ, etc. En fait, t'es pris par ce flow-là et au final, t'arrives à lire ce texte-là ou à comprendre l'information que tu veux faire. Donc tu peux utiliser par exemple un personnage qui va parler pour expliquer tel ou tel propos. Ça va être du motion. Mais si tu as deux personnages qui commencent à interagir et à parler entre eux, là on est plus dans le film d'animation. Voilà, okay. Ça c'est vraiment je trouve que c'est l'explication la plus rationnelle pour. Mais après je pense que c'est important aussi de se dire, je pense que c'est correct qu'il n'y ait pas de limite aussi entre. C'est un film d'animation, c'est du motion design. Encore une fois, ça fait partie de la grande famille du design. Donc, c'est ça, exactement. Ouais, des fois, tout est un peu flou. Okay. Il y a plusieurs facettes dans le motion design. Est-ce que tu as des préférences? Est-ce qu'il y a des tendances que tu préfères? Ouais, est-ce que tu saurais justement, quand tu dis plusieurs facettes, c'est des styles visuels, des choses comme ça? Ouais, genre. Ouais, bah déjà, il y a deux. Je pense que les deux grandes. Dans la famille du motion, il y a déjà de savoir si tu veux travailler en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Donc il y a ce qu'on appelle le motion design 2D, où la plupart du temps, par exemple, ça c'est
je dirais que c'est le plus rapide, faire du motion 2D. Surtout si tu veux faire par exemple des vidéos justement pour vulgariser de l'information, des vidéos explicatives qui seront assez longues. On parle de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, parfois même 5 minutes. Mhm. Tu peux pas faire la qualité d'un film d'animation justement plus classique et faire 5 minutes d'animation. Tu n'auras juste pas le budget et pas le temps pour le faire. Mhm. Donc là, tu es mieux déjà d'utiliser quelque chose qui est en 2 dimensions et d'avoir un design assez synthétique. Je pense souvent, il y a comme un gros mouvement qui est tout ce qui est flat design, avec d'aller à l'essentiel avec des formes basiques qui peuvent des triangles, des ronds, des cercles, de la typo, etc. Tout ça en aplat. Tu peux déjà dire beaucoup de choses comme ça. Donc ça c'est une phase, enfin un panel du motion. Après, tu peux expérimenter aussi avec tout ce qui est 3D. Justement, on a parlé de Blender, qui est un logiciel open source gratuit. Il y a aussi Cinema 4D qui est très, très, très utilisé et qui est bien parce qu'en fait, il y a des liens qui se font entre After Effects et Cinema 4D. Mais il y a aussi d'autres logiciels où il y a les liens. Dans Blender, c'est la même chose. Par exemple, en 3D, ce qui va changer, en fait, vraiment, c'est l'aspect effectivement 3 dimensions et l'aspect d'avoir quelque chose de physique, d'avoir une caméra qu'on peut bouger, etc. D'un point de vue, en fait, tu fais plus ou moins as un travail de réalisation, mais des fois, en fait, tu veux rajouter d'autres éléments qui sont plus en 2D, qui sont moins longs. Justement, on a parlé de temps de calcul avec le temps réel versus tu dois exporter tes vidéos, etc. Mais là, c'est intéressant aussi parce que tu peux prendre la caméra que tu avais en 3D et la passer dans After Effects. Et par exemple, tu as fait une scène en 3D, mais tu veux juste mettre du texte en 2D, mais qui suit exactement le point de vue de la caméra. Ça, tu peux le faire. Mais dans les tendances, j'ai du mal à répondre un peu à cette question. En fait, c'est sûr qu'il y a toujours des tendances assez fortes chaque année où tout le monde fait la même chose. Je pense, ça c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, avec l'arrivée de l'IA, en fait, il y a tout le monde qui commence à se dire, je ne sais plus si cette image est réelle ou si elle est fausse. Est-ce que c'est faux ou c'est réel? Et puis on se fait tout savoir des fois, genre, ah, c'était l'IA ça, j'avais pas vu. Des fois, c'est dur à faire la différence. Ouais, c'est super dur à la différence et ça va être de pire en pire. Mais pour ça, en fait, je pense qu'on a besoin d'être rassuré, de savoir en fait qu'il y a une intervention humaine derrière tout ça, d'avoir tout ce qui est le terme anglais, c'est l'aspect craft en fait, l'aspect vraiment artisanal, et de comprendre en fait que c'est un humain qui a créé ce truc-là. Et il y a plein de créateurs qui disent cette image n'a pas été créée avec l'IA, là, c'est mes mains qui l'ont fait, c'est mon cerveau en tout cas. Et ça, je pense que plus ça va aller, plus l'IA va prendre de la place et plus on aura besoin d'être rassuré, d'avoir des choses qui paraissent artisanales. Donc d'avoir des choses un peu genre, un peu papier découpé, des choses qui sont pas trop lisses, des choses qui sont pas trop parfaites, des choses qui font plus penser au stop motion, etc. Ça, je trouve que c'est important. Et j'en fais un peu. Et puis justement pour tout ce qui est aspect vidéo, pour transmettre de l'info et tout, ça passe super bien ce genre de direction artistique. Je suis pas trop. Tu préfères faire du 3D ou du 2D, mettons ça? Alors moi, je préfère faire du 2D parce que j'ai choisi de me spécialiser aussi. Et je pense que je suis arrivé trop tôt dans la 3D. Je suis arrivé vraiment à la phase où c'était début 2010 où Cinema 4D commençait à exploser. Et on commençait à avoir les ressources pour apprendre à faire de la 3D pour les motion designers, pour l'appliquer au motion design. Mais il y avait toujours ce truc-là de les temps de rendu qui étaient longs et si longs. Et ce qui font que, vu que souvent on est dans des productions qui sont courtes dans le temps et qu'il faut vite livrer, si par exemple tu commences à rendre une séquence d'1 minute et qu'en fait tu t'aperçois qu'il y a la minute 58, enfin la seconde 58, il y a un bug, tu dois tout ressortir, tu dois refaire ton rendu au complet. Ça, c'est quand tu débutes. Après, tu apprends à dire, à la place que je fasse mon rendu d'une vidéo qui dure 1 minute, je vais faire à la place une séquence d'images, c'est-à-dire je vais calculer toutes les images en séparé. Donc imaginez, on est à 24 images par seconde, ça c'est le standard. Donc pour faire une seconde, je vais calculer 24 images. Puis après, avec soit After Effects ou même n'importe quel logiciel de montage, genre Premiere, je vais prendre ma séquence vidéo. Puis je vais l'interpréter comme... ma séquence d'images, pardon, je vais l'interpréter comme une vidéo. Mais l'avantage d'avoir une séquence d'images, c'est si tu as un bug à la seconde 58, tu refais juste les images pour cette partie-là. Puis après, ça remplace tout. Mais ça reste que les temps de calcul sont tellement longs
En fait, moi, ça m'a énormément frustré. C'est genre, tu faisais un truc dans Cinema 4D, parce que là, encore une fois, tu as l'aspect physique où tu as une caméra, tu as l'aspect, tu vas devoir éclairer. Comme ici, on voit, là, il y a des lumières partout. Vous avez pensé les lumières pour que ça paraisse bien visuellement. Il faut le refaire en 3D. Mais sauf que là, si tu veux bouger la lumière, puis commencer vite à expérimenter, etc., tu peux la bouger, ta lumière, puis tu vas avoir directement un feedback visuel de savoir si ça marche ou pas. Ça, c'est le temps réel. Mais sauf qu'à l'époque, en fait, en 3D, tu bougeais ta lumière, puis des fois, tu attendais genre 1 minute pour voir si c'était beau ou si c'était pas beau. Puis tu rebougeais ta lumière à nouveau, tu attendais 1 minute. Puis là, c'était super long, en fait. Et entre-temps, il est apparu ce qu'on appelle le GPU. En fait, c'est les cartes graphiques. À la place que ce soit le processeur qui calcule, c'est le processeur qui est dans la carte graphique qui va calculer l'image. Et plus tes cartes graphiques sont puissantes, et plus tu peux te permettre du temps réel. Okay. Et maintenant, les moteurs de rendu en 3D utilisent beaucoup de GPU. Je pense à Octane ou à Redshift. Ce qui fait qu'en fait, tu peux expérimenter, tu peux vraiment éclairer ta scène comme tu veux, et tu as un feedback visuel qui est instantané. Puis moi, j'ai pas pris le train en cours. Puis j'ai préféré me spécialiser justement en 2D. Et je trouve que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Puis si tu as la chance de faire un contrat et que tu peux te mettre en équipe, trouve toujours la personne en fait qui est meilleure que toi pour le faire. Donc moi, si j'ai de la 3D, certains que je vais aller voir quelqu'un, j'ai plein d'amis qui font de la 3D et je vais aller les voir. Comme ça, c'est beaucoup mieux parce qu'ils vont le faire plus rapidement et puis on va travailler en équipe, on aura du fun. Okay. Ce qui fait que j'ai plus ce besoin-là en fait de faire de la 3D. Okay. Puis admettons, tu as un contrat, puis c'est une vidéo d'admettons de 2 minutes. Ouais. Avec une qualité, je sais pas exactement, là. Mais en 2D, admettons, ça te prend combien de temps à peu près? Ouais, ça c'est excellente question aussi. C'est difficile pour vrai, même moi, tu vois, si je dois faire appel à quelqu'un, admettons un designer ou même un ouvrier qui doit refaire des trucs dans ma maison, refaire des trucs dans ma cour, peu importe. Des fois, c'est soit tu dis j'ai tant de budget, puis est-ce que tu peux faire ça, mais la plupart du temps, en fait, tu n'as aucune idée de combien ça va coûter. Et en fait, ça dépend de tellement de paramètres que c'est vrai que souvent, et je l'ai pensé aussi, on se dit combien ça coûte 1 minute d'animation. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça va être une... Puis, au moins, tu as précisé, tu as dit en 2D, mais des fois, les clients, ils ne savent pas en vrai. Puis c'est à toi, c'est toi en tant que designer, c'est à toi d'apporter des solutions et de trouver la meilleure représentation pour répondre à la problématique de ton client. Donc, c'est sûr que le client, il a forcément besoin. S'il veut une visite, je veux plus de visibilité. Oui, c'est un besoin, mais il faut quand même qu'il y ait du... Mais c'est quand même un besoin. Je veux plus de visibilité en ligne, je veux qu'on comprenne mon brand, etc. Donc souvent, c'est vrai que j'ai des clients, ils arrivent, ils disent j'ai 1 minute, tu peux me faire un estimé? Je dis je peux pas, je suis désolé, j'ai besoin de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme une maison à 2 étages, ça va dépendre qu'est-ce que tu mets dans ta maison à 2 étages. Okay. Donc c'est là que je trouve que on en a parlé aussi un peu avant, mais le fait de poser les bonnes questions à ton client, un peu comme un enquêteur, là, tu essaies de poser le maximum de questions pour avoir le maximum d'informations. C'est ça qui va te permettre aussi de pouvoir chiffrer du mieux que tu peux ta vidéo. Après, ça m'arrive aussi des fois, je retourne la question aussi, je dis je pourrais te faire un estimé, mais ça dépend aussi de tes attentes, de quelle qualité tu veux. Okay. Autant que je peux faire un truc simple et efficace, autant que je peux faire un truc qui est super léché, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et donc plus d'argent. Ouais. Donc je retourne la question à ce moment-là, combien tu es prêt à mettre pour faire cette vidéo-là d'1 minute? Puis selon le chiffre qu'on me dit, soit je dis désolé, c'est vraiment pas réaliste, et des fois je dis mais pas de problème, on va faire en sorte que ça arrive, même si moi je pensais que c'était le double, je suis sûr qu'il y a une solution là-dedans où je peux faire en sorte que ça marche avec le chiffre que j'ai devant les yeux. Ouais, c'est ça. Okay. Tu parlais de multinationales tantôt avec qui tu avais fait affaire. Là. Est-ce que tu fais des contrats des fois avec des entreprises comme internationales aussi? Ouais, ça, si on va sur mon portfolio, il y a eu... mais c'est marrant ça aussi, parce qu'avant, ça aussi, quand tu es étudiante, tu as une espèce de genre, je veux avoir les plus gros clients. Donc là, il y a une pub, je sais pas si elle est commanditée ou pas pour Red Bull, mais genre tout le monde rêve de travailler pour Red Bull, pour vrai, là. Comme tout le monde rêve de travailler pour des Instagram, des Meta, des Google, etc.
Il n'y a pas eu Red Bull dans mes clients, mais il y a effectivement il y a eu Meta, il y a eu Facebook aussi, il y a eu des compagnies de jeux vidéo, il y a eu des grands, comme des artistes aussi musicaux, genre vraiment connus là. Mais en direct, jamais, par contre. C'est toujours via des studios ou via des agences. Mais tu finis toujours, même si c'est via un studio, tu finis toujours par parler plus ou moins aux clients. Donc, c'est pour ça que moi, je mets la nuance aussi. J'ai travaillé soit directement ou avec les studios pour tel ou tel client. Mais c'est marrant parce que plus je le fais et plus des fois je me dis, plus le client est grand, est-ce que c'est là que je vais avoir le plus de plaisir? Ça dépend. Parce que quand tu es 50 à travailler, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. C'est plus hors du Québec, mais genre des studios américains, en fait, ils ont beaucoup plus de moyens. Mhm. Et ils travaillent justement pour plus des multinationales. Et donc, ils peuvent faire en sorte, il y a tellement d'argent pour vrai, là, qu'en fait, ils se disent, pour être sûr de livrer quelque chose qui est dans l'attente du client, on va faire travailler 10 personnes sur la même portion. Donc, on a par exemple 5 secondes où il y a 5 motion designers qui vont travailler sur ces 5 secondes-là. Puis on est plus ou moins en compétition pour savoir c'est qui va faire le meilleur des 5 secondes. Okay. C'est toujours bizarre la première fois que ça t'arrive. Tu es comme, waouh, on est en compétition. Puis au final, même si mon image n'est pas retenue, c'est-à-dire que je ne suis pas bon. Non, ça fait juste partie du processus. Puis c'est juste parce que. Ouais, mais c'est correct, ça fait partie. Peut-être ton image, tu feras pas la cut, comme on dit, mais tu es quand même payé pour le faire. Puis ça fait en sorte que le client a du choix aussi. Le fait d'avoir du choix, ça coûte de l'argent aussi d'avoir le choix en plusieurs propositions. Mais ça arrive aussi que justement, quand c'est des gros clients et qu'il y a beaucoup de budget qui ne te revient pas à toi, parce que tu travailles pour une agence et puis tu es payé justement à la journée quand c'est comme ça. Mais moi, j'ai déjà fait des versions 50 d'un truc qui dure 8 secondes. 50 versions. Hein. Parce que tu fais tout le temps des changements. Il faut que tu sois efficace. Il faut bien que tu penses tes projets pour que tu puisses faire ces changements facilement. Ça aussi, ça vient avec l'expérience. Souvent, tu fais tes premiers projets de motion, puis ce que je dis aussi aux étudiants, il n'y a jamais un seul moyen de le faire. Il y a plein de manières possibles. Quand on me demande, moi, il y a plein de recettes. On me dit comment je peux faire tel effet. Je dis, je ne sais pas moi-même. Je vais chercher, mais je suis sûr qu'il y a un autre truc que tu vas faire et qui sera correct aussi. Mais des fois, tu fais des trucs sans le vouloir que dès que tu veux faire un changement, c'est genre impossible. Il faut tout recommencer. Puis plus ça va et plus avec l'expérience, en fait, tu fais des trucs qui sont flexibles dans le sens où tu peux faire des modifs facilement pour avoir des versions 50. C'est une autre game, je dirais. C'est marrant, vous avez parlé de la TM, c'est ça, à Jonquière. Ouais. J'ai une amie qui s'appelle Mélina Poiré qui a fait exactement Jonquière. Je ne me rappelle plus parce qu'il y a deux. Il y a l'aspect post-prod, il y a l'autre, c'est quoi? Production, ouais. Là, c'est rendu cinéma. Ils ont changé de... Ok. Mais là, c'est rendu genre cinéma et quelque chose, je sais plus. En tout cas, elle a fait post-prod, je pense. Et c'est là qu'elle a fait plein de projets différents avec du tournage et du motion. Et au final, ce qu'elle préférait, c'est le motion. Et maintenant, elle travaille pour un studio américain qui est à Portland, Oregon. Mais c'est marrant, puis elle habite à Québec en plus, elle a déménagé il n'y a pas longtemps. Donc elle a fait la TM Jonquière et elle travaille pour Oddfellows, qui est un studio américain qui a que des gros clients, là. C'est que des Google et des Facebook, etc. Et c'est marrant parce que elle est tellement spécialisée et justement elle est trop habituée à travailler sur ce genre de projet où justement tu dois être rapide, efficace, ne pas avoir trop d'ego et savoir faire beaucoup de changements pour espérer faire la quête finale. Ouais. C'est toujours particulier. Et puis après, moi, au final, je pense que je pourrais pas faire que ça. Mais il faut qu'il y ait un mélange des deux. Et des fois, j'ai beaucoup plus. Je pense, en vrai, c'est pas des fois, c'est la plupart du temps ou la majorité du temps, j'ai plus de fierté en fait à faire quelque chose qui a été plus petit pour un plus petit client ou surtout la portée du projet. Par exemple, tu travailles pour une ONBL. Par exemple, j'ai fait un projet qui était pour le BEC. Le BEC, c'est un organisme en fait où dès que tu travailles dans le milieu du design et de la communication, si tu as besoin d'aide, ça peut être de l'aide psychologique ou peu importe, de l'aide financière, etc. En fait, tu as le BEC qui est là pour t'aider, pour t'écouter, que tu puisses parler et trouver des ressources. Justement, ça, j'avais adoré ce projet-là parce que j'avais travaillé
avec TamTam TBWA. J'espère que je dirais pas des bêtises. Il faudrait que je regarde, il faudrait que je vérifie après. Mais TamTam fait appel à moi pour travailler avec le BEC, qui a une autre BL. Puis là, on travaille avec un projet, un budget réduit. Mais la portée du projet, je trouve que c'est là aussi où je dis plus on vieillit, plus on veut que ça fasse du sens à ce qu'on fait. Est-ce que je préfère au final promouvoir un réseau social où au final leur algo est tellement puissant que tu vas passer des centaines d'heures à scroller sans fin, ou est-ce qu'au final je préfère promouvoir une ONBL qui demande à être reconnue, où c'est un service gratuit, le BEC, et tu vas pouvoir trouver de l'aide quand tu travailles dans le design. Ben, je préfère cette option-là, même si à la fin j'aurai moins d'argent, mais Ouais, c'est ça. ouais. Mais je pense qu'après c'est ouais, puis c'est sûr que il y a l'aspect argent, mais il y a vraiment l'aspect aussi, encore une fois, l'argent ne fait pas tout. Oui, on a besoin d'argent pour payer la facture, pour payer les logiciels qu'on utilise, etc., etc. Mais il faut un juste milieu et on ne peut pas juste gagner de l'argent et faire un truc dans lequel on ne croit pas. Non, c'est ça, exact. Mais c'est super dur aussi. Je mets à votre place quand vous êtes étudiant, là, tu peux pas être trop gourmand dès le début aussi, que ce soit au niveau de l'argent ou juste ah non, mais en fait, il y a Meta qui va m'appeler et puis je vais dire non parce que je crois pas en Meta. Moi, je le prends direct là. Je cherche même pas, même si je me dis est-ce que c'est parce que moi, je faisais souvent une espèce de triangle aussi où je me disais tiens, tel ou tel projet, est-ce que je vais le choisir? Est-ce que je vais dire oui ou non? Ça dépend de tellement de choses. Déjà, ça dépend du contexte économique, parce que peut-être qu'en ce moment, il y a moins de... Je le dis, moi, après des années, il y a moins de travail en ce moment. Mais peut-être qu'il y a aussi plus d'opportunités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, dont on a parlé, l'IA, le temps réel, l'interactivité. Mais il faut toujours trouver, savoir aussi... Alors, si je suis pas sûr d'avoir du travail pendant 2 mois, ben, je ne vais pas commencer à faire la fine bouche. Puis le premier projet qui va venir, si ça respecte un minimum ce que je veux, je vais dire oui. Mais pour arriver à faire cette décision-là, je faisais une espèce de triangle qui disait de 1, c'était quoi la portée du projet. De 2, donc la portée, c'est aussi qu'est-ce que ça va m'apporter. De 2, il y avait c'est quoi le budget du projet. Et de 3, mais il y avait peut-être d'un côté la visibilité. En fait, je vais recommencer. D'un côté, il y a visibilité. De l'autre, il y a ce que le projet va m'apporter. Et en 3, il y a l'argent. Il faut au moins qu'il y ait 2 points là-dedans. Donc, il pourrait y avoir un projet sans argent. Mais si ça va m'apporter quelque chose, et si il va y avoir de la visibilité, ça pourrait marcher. Par contre, un client qui arrive vers moi et me dit « J'ai pas d'argent, donc tu vas devoir travailler gratuit, mais t'inquiète, ton projet va être vu 1 million de fois. » Je vais dire non. Parce qu'il n'y a pas ces 2 points-là. Là. C'est super important. C'est une bonne manière de choisir des contrats, je trouve, là, dans un sens. Là. Ouais. Il y a plein de manières possibles. Ouais, Après, tu finis par trouver ton propre triangle. Mais ça m'aidait, des fois. Ouais. C'est une bonne idée. Mais tout ça, c'est dans un monde parfait où tu as le choix, où il y a plusieurs projets en même temps, etc. Quand tu as commencé à ton compte, as-tu beaucoup de demandes ou... Ouais, ça, là, pareil, je donne des conseils que je ne sais pas s'ils seraient applicables en 2025. Ouais. Mais il le saurait probablement. Mais la première chose que j'ai faite déjà, c'est que j'avais pas de $200 dans mon compte. J'essayais d'avoir au moins 3 mois. Je suis même pas sûr que j'avais 3 mois, mais allez, on va dire un petit coussin, j'avais mon petit coussin, mais avec un peu plus de. Si je devais recommencer maintenant, j'aurais au moins 3 mois pour vivre. Le mieux, c'est même 6 mois pour vivre. Okay. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir un imprévu, etc. Tu veux pas commencer à stresser avec l'argent, sinon tu pourras jamais être à ton compte. C'est impossible. Okay. Et si tu es stressé avec l'argent, tu pourras pas performer. Et je suis même pas en mode performance, il faut performer, faire du design, mais si tu es stressé, tu n'y arriveras pas. Là. Fait que la première chose, c'est d'avoir un coussin. Et si tu as ton coussin, tu peux commencer à dire comment je vais me positionner. C'est-à-dire à quel moment je vais dire oui ou à quel moment je vais dire non. Et donc, vu que moi, j'avais mon mini coussin qui était de 3 mois à peu près, je me suis dit, les premiers contrats que je prends, ils sont super importants parce que c'est eux qui vont montrer qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Donc, il n'y a rien de pire, en fait, de commencer que des choses que tu détestes faire. Mais en même temps, ça, c'est quand tu as ce coussin-là. Peut-être que pour te faire ce coussin-là aussi, tu as peut-être besoin aussi de prendre des choses que tu détestes faire pour avoir ce 3 mois-là. Mais par contre, c'est super important à un moment donné de dire stop. Là, j'ai mon coussin. Puis là, je me respecte en tant que designer et je choisis à ce moment-là. Okay. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que ça va me représenter ou pas représenter? Mais le pouvoir du non, là,
il était super important au début. Je dis non à des projets, j'étais comme, je suis fou là. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent dans les 2 prochains mois et je viens de dire non à un projet là, qui m'aurait tenu peut-être 1 mois. Mais peut-être que ce nom-là était super important parce que il allait me définir après pour avoir les contrats que je voulais et puis ça finit par fonctionner. C'est sûr que j'ai travaillé au début très en dessous de ce que ça valait vraiment, mais ça c'est important aussi de ne pas casser le marché, c'est-à-dire que souvent les juniors ils arrivent puis ils font des tarifs qui font aucun sens, qui sont beaucoup trop bas. De un, ils ne se respectent pas parce qu'en fait ils vont gagner très peu d'argent pour tout ce qu'ils ont travaillé, et en fait il vaut mieux être salarié en fait au final, ou même faire autre chose en fait parce que tu gagneras plus à l'heure. Et de 2, tu vas faire du mal à la profession en général, parce que si les clients ils s'habituent à avoir des tarifs super bas, c'est comme le principe le principe d'être multinational aussi. Il y a plein de sites qui s'appellent des Upwork et compagnie. Je ne sais pas si Upwork existe toujours, mais tu peux outsourcer. Donc, comme on dit en français, outsourcer, tu peux trouver des ressources qui sont hors du Canada, hors du Québec, dans des pays plus en voie de développement pour des tarifs vraiment bas. Puis ça fait super mal en fait, en vrai, à la profession. Je donne un exemple très spécifique. En fait, il y a l'industrie à la fois du jeu vidéo et des SFX, donc des effets spéciaux numériques, qui va très très mal. En partie aussi parce que ces propres studios-là ont beaucoup trouvé des ressources à l'extérieur du pays, pour en tout cas ici, que ce soit les États-Unis, Canada, etc., dans des pays en voie de développement. Et en fait, au final, ces pays-là sont devenus super bons. Puis maintenant, il n'y a aucun sens à aller chercher une entreprise qui est au Canada, alors que j'ai une entreprise qui est par exemple en Inde, parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas en ciblant vraiment, mais dans les effets spéciaux, il y a beaucoup d'Indiens et qui sont très forts. Maintenant, tout le monde va aller chercher en Inde et il y a beaucoup moins d'argent quand tu fais une production qui est allouée aux effets spéciaux, parce qu'on sait que maintenant ça coûte pas cher, donc tu as fait du mal à la profession sans le vouloir. C'est comme dans le monde du textile, quasiment. Ouais, exact. La mondialisation du design. Ok. Je savais pas que ça faisait partie quand même de... Mais je veux pas aussi que... Je veux pas que tout ce que je dis soit anxiogène. Encore une fois, je reprends le point de... Je le pense sincèrement c'est le moment où il y a eu le plus d'opportunités, parce que tout est tellement en changement, qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de brèches à prendre qu'on peut avoir des opportunités. En étant curieux, en étant autodidacte, on peut faire beaucoup de choses. Ok. Mais mettons, quand tu dis qu'il chargeait vraiment pas beaucoup, c'est... Parce que ça revient tout le temps à cette question-là. Là. C'est la question des tarifs. Là. C'est tough de savoir... Parce qu'on dirait que c'est tabou. On dit ça à chaque épisode. Genre. Je sais tellement, je suis désolée, la gang. Non, c'est chiant, l'argent, en vrai. C'est ça, c'est tout c'est super chiant. L'argent, c'est super tabou. Ouais. Puis le monde n'en parle pas. Ouais. Non, mais t'es comme, mais je sais pas plus comment que je dois charger mon client. Ouais, puis t'es à l'école, t'apprends... Je veux pas de projet, comme ça. Exact. Puis t'es à l'école, t'apprends jamais à faire une facture, vraiment. Exact. Non, exact. Ouais. On puis connaît tu sais pas pas vraiment c'est quoi notre valeur, maintenant, il y a de plus en plus quand même de ressources. Il y a eu des sondages, par exemple, dans le motion design. C'est souvent du côté des États-Unis, etc., mais même côté Canada, pour savoir combien coûtaient des fourchettes ou combien devait gagner un motion designer à l'année quand tu débutes, etc. Moi, je veux pas dire de bêtises, mais quand j'ai commencé, encore une fois, si on prenait en 2008, je pense que mon salaire à l'année devait être quelque chose comme 36 000 $ à l'année. En 2025, c'est vraiment peu. Je pense que ces 36 000 $ là devraient plus aller déjà à côté les 50 000 quand tu débutes. Je pense que, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense qu'un motion designer qui débute, encore une fois, c'est dans un contexte où si le problème c'est que s'il y a 10 candidats qui sont prêts à prendre ce poste-là à 35 000 ou à 30 000 à l'année, mais il n'existera plus en fait ce 50 000 $ là. Mais il faudrait que ça soit une moyenne pour un junior qui entre dans une compagnie, à condition déjà d'avoir un portfolio qui démontre au moins des compétences. Ok. Bon.
Mais oui, après, effectivement, tu fais un truc en Inde, puis je sais pas, tu sais, le tarif à l'heure, il est genre de, je dis au hasard, il est genre de $5 de l'heure. Mon Dieu. Ouais, ok, ça fait c'est mal, pas hein. là, ouais. Ok, Mm. ok, c'est autre Je chose. pensais pas que c'était autant un gros gap, mettons. Ouais. Bah, vous irez voir Upwork. Je ne me rappelle plus si ça a été racheté, mais je pense que si on écrit sur Internet Upwork, en fait, on a plein de... On peut en fait demander, ok, je veux refaire des plans en 3D de ma maison, ou je veux refaire un logo, je veux faire une minute d'animation, et tu peux trouver des personnes qui le font. Mais encore une fois, pareil, hein, c'est à quel point le résultat va être bon. Des fois, il est excellent. Mhm. Des fois, il est vraiment pas bon. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Pas tout le temps, c'est Ça dépend de ton éthique aussi. Ok, ouais, c'est vrai. Facts. C'est comme le IA. Exact. Ah, ok, cool. Mon Dieu. Moi, je me On est demandais rendu, à ouais. quel moment, mettons, un brand ou quelque chose comme ça se dit « Ah, moi, je veux ajouter un motion à mon identité, genre, peu Ouais, importe. très bonne question. J'ai une demande qui arrive souvent, en fait, c'est de la part d'agences de communication. Où, en fait, ils font des études de cas. Et puis, je l'ai dit, l'ajout du motion design, en fait, ça permet de rendre la chose un peu sexy, on va dire, et de capter l'attention. Mhm. Et une étude de cas, si tu le montres de manière plus classique, bah, c'est comme justement, tu es l'agence de communication, tu dis qu'effectivement, tu as répondu à un besoin pour ton client, etc. Mais est-ce que ça va le rendre sexy? Est-ce qu'on va vouloir le regarder? Non. Par contre, si cette étude de cas prend la forme d'une vidéo, avec du motion design animé, avec une musique, du sound design, etc., Ça donne plus envie. pour présenter cette étude de cas, c'est sûr, ça donne beaucoup plus envie. Et souvent, justement, il y a des concours justement de design, etc. On fait appel à des motion designers pour créer vraiment cette étude de cas de manière animée. Ouais. Fais-tu beaucoup d'animations de logo? Euh, Ou c'est plus ou moins... J'en ai vu quelques-unes sur ton site internet. ouais, ça peut arriver. Des fois, ça fait partie d'un tout aussi. C'est genre, t'as ta vidéo qui dure 30 secondes, mais dans ton 30 secondes, où tu avais par exemple une voix, tu avais du texte à afficher, tu avais des scènes où tu avais des illustrations, etc. Et à la fin, au début ou à la fin, tu as le logo. Quand c'est comme ça, moi, si je peux l'animer, je l'anime. Mais après, des fois, il y a des... si c'est des grosses compagnies, ils ne voudront jamais que tu animes le logo parce qu'il y a déjà en fait des normes en fait pour l'animation du logo en tant que tel. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est un bon exercice, c'est d'essayer d'animer des logos. Même si limite on reprend juste pour le fun de reprendre des logos existants et de les animer, c'est un bon exercice aussi. Parce qu'il y a un peu comme la direction artistique, en fait, direction artistique, c'est d'avoir une cohérence visuelle sur les éléments, en tout cas graphiques. Mais il y a aussi le langage d'animation, c'est-à-dire que si par exemple imagine tu animes un logo d'une start-up un peu tech, mais que tu utilises un truc un peu cartoon, très dessin animé avec des rebonds, de la déformation dans tous les sens, c'est peut-être pas le langage d'animation approprié pour ce que tu as fait. Et donc le langage d'animation, c'est plus ou moins la direction artistique, mais pour l'animation. Et puis ça, je pense que c'est un bon exercice aussi. Tu prends des logos que tu aimes bien et tu te dis, c'est quoi je vais essayer d'animer ce logo-là, mais ça va être quoi le langage d'animation le plus cohérent par rapport à l'animation de ce logo? Moi, j'ai une question. Toi, tu as atteint tes 10 000 heures. Est-ce que j'ai atteint mes 10 000 heures? Oui. Je ne saurais pas dire exactement quand. On peut te qualifier de professionnel. Spécialiste. Donc ça prend effectivement 10 000 heures pour être expert. Mais ça dépend aussi de sa propre personnalité. Il y a un site que j'adore qui s'appelle... je l'avais il y a 2 secondes. Ouais, il y a un site que j'adore qui s'appelle Creative Type, qui a été fait par Adobe. Est-ce que vous connaissez ce site web? C'est vrai? Donc c'est pour savoir... Hein? Je l'ai vu passer. Ben, je ne l'ai pas essayé. Plus de je l'ai pas checké. Ouais, en fait, c'est pour savoir ton profil créatif. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des tests de personnalité. On est comme, OK, je suis telle personne. Mais on ne sait pas trop quel type de créateur on est. Et et puis ça se peut aussi que ton profil créatif, il change. Je pense qu'il y en a 6 ou un truc comme ça.
Et moi, personnellement, je suis parce que le site est en anglais, mais je suis un bâtisseur. Ok. Puis les bâtisseurs, c'est comme en fait, tu me donnes un truc, puis il faut que tu trouves. Moi, en fait, ce que j'adore, c'est trouver la solution pour le faire. OK. Donc, c'est le chemin. C'est limite le chemin plus que le résultat qui est important. Pourtant, au début, moi, c'était vraiment le résultat qui était le plus important. Mais le chemin pour aller à ce résultat, le processus de création, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, en étant bâtisseur, je pense que tu aimes bien effectivement mettre les 10 000 heures dans plein de trucs différents aussi. Donc oui, j'ai 10 000 heures peut-être dans le motion de telle façon, mais ça me prend encore 10 000 heures pour trouver dans d'autres, ne serait-ce que j'ai fait de l'interactif avant, mais si je recommençais et si je faisais du motion interactif, ça me prendrait 10 000 heures à nouveau. Ou si je faisais du motion avec Unreal dans leur moteur de rendu temps réel, ça me prendrait peut-être 10 000 heures aussi. C'est ça. Mais il n'y a pas besoin d'attendre 10 000 heures pour commencer à chercher du travail ou à montrer son propre travail. Je pense que c'est super important aussi de montrer son travail. Est-ce que tu crois que comme oui, ça prend 10 000 heures pour être expert, mais il faut toujours que tu continues comme à pratiquer puis à augmenter tes heures quand même après avoir atteint ça? Ou automatiquement, quand tes 10 000 heures sont atteintes, t'es expert puis comme... Et peu t'es sur importe tes si lauriers. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je pense que Ça doit- c'est le plus grand ça doit piège, se ça faire, justement. dans un sens. C'est le piège et moi je me bats tous les jours pour ça, là, c'est d'être trop dans le confort. Mhm. Et au final, c'est ce que j'aurais parlé tout le long de ce podcast, c'est d'être dans l'inconfort. Mais quand tu as ton expertise, tu veux rester dans le confort, tu veux rester dans le contrôle. C'est un problème aussi des bâtisseurs. Vous allez faire le test pour vrai sur Ouais, Creative je suis Type, down. c'est Ouais. super, Full c'est super intéressant. Ok. Et en plus, dans le Creative Type, ça te permet aussi de trouver ton match créatif. Ok. Des fois, on fait des trucs en équipe, surtout à deux, puis des fois, ça se passe tellement bien, Mhm. et des fois, ça marche juste pas et tu sais pas pourquoi. C'est à cause de ça. Ouais, ça cause parce que c'est même pas parce que tu peux t'entendre super bien en tant que personne que ça d'un designer qui soit ton ami, mais tu peux pas travailler avec. Mhm. Moi, Ok. ça m'arrive, j'ai des amis, je peux pas travailler avec, ou d'autres ou d'autres qui sont pas mes amis, mais que je travaille avec et que c'est un match parfait. Bon, après, ça finit par devenir mes amis, mais mais le problème des bâtisseurs, je dirais que c'est justement de prendre, d'arrêter d'être dans le contrôle et de laisser un peu plus part au chaos, parce que le chaos, enfin, laisser erreur est super important. Comment on appelle ça? Il y a une expression aussi pour dire, tu sais, une erreur, mais qui finit par être cool. Vous voyez, c'est quoi? C'est pas grave, on pourra le couper, mais c'est pas l'heureux hasard, mais ça aussi, je trouve que moi, par exemple, j'ai une amie où c'est mon amie qui s'appelle Elisabeth Laferrière, on travaille souvent ensemble. Et puis elle, c'est tout le contraire de moi. En fait, elle est constamment dans le non-contrôle. Puis c'est comme elle crée. Puis des fois, son processus peut paraître bordélique. Mhm. Mais vu que elle, justement, elle a ce côté un peu folie, puis un peu côté de l'inconnu, je prends des risques. Et moi, je suis plus dans le côté pas contrôlant, mais le côté où donne-moi ton truc que tu veux faire. Puis je vais faire en sorte, encore une fois, en tant que bâtisseur, de faire que ça arrive. Là, on a un super bon match créatif. Mais si tu me fais faire un truc genre qui est trop flyé et qui est trop justement par exemple, dans le design n'a pas besoin d'être beau. Tu peux faire un truc qui est pas beau, mais ça reste du design. Ça, je vais pas y arriver, par exemple, ou des trucs qui portent trop dans tous les sens. Ça, je serais moins bon. Mais c'est super important, je trouve, de connaître ses forces et ses faiblesses. Absolument. Donc, soit tu travailles tes faiblesses, ou soit justement aussi, tu peux aussi. Si ça te pénalise pas trop, bah, tu vas à fond dans tes forces, puis tu les pousses jusqu'au bout. OK. Tu donnerais, admettons, ça serait quoi un conseil que tu donnerais à un étudiant qui veut se lancer dans le monde du motion design? Ouais, Ça serait quoi? ouais, c'est une question difficile, mais la première chose, c'est de ne pas se comparer. Je l'ai dit auparavant, mais si vous ouvrez Instagram et puis vous commencez à suivre plein de créateurs que vous aimez, bah, ces créateurs-là ont passé beaucoup de temps. Et puis moi, juste pour le fun, j'aimerais montrer ce que je faisais étudiant. C'est sûr que maintenant, je le vois, puis je rigole. Mais c'est ça qui a fait que je suis devenu
je suis devenu le designer que je suis aujourd'hui. Et puis, j'essaie de constamment continuer à apprendre. Et donc, le plus gros conseil, c'est de, ne pas se comparer aux experts et que votre personnalité vous est unique. Vous êtes une seule personne sur Terre et vous ferez forcément des choses différentes des autres. Et justement, à trop se comparer, on fait des choses qui ressemblent à tout le monde, surtout avec les algos. Donc, moi, j'ai cultivé justement le fait d'être bizarre et faites des choses qui vous ressemblent et que vous aimez, qui font partie de votre background en tout cas. Ça, c'est un truc qui est super important. Et puis la curiosité, c'est important aussi. Et surtout, ne faites pas de blocage à ne jamais rien montrer. Ça fait partie du truc. En fait, il faut s'exposer à la lisibilité. Et d'un côté, en fait, il faut s'exposer à la critique parce qu'on sera constamment en train de montrer notre travail à tout le monde. C'est vrai. Et le dernier truc, c'est... ça, c'est un truc dans lequel je crois profondément, c'est que tout designer... Et pourtant, c'est le contraire du designer, mais si tu veux être un bon designer, tu n'as pas d'ego. Et c'est super dur, en vrai. C'est que... justement, quand je parlais de moi, je mettais 150% d'énergie ou je livrais à 150%, bah, le truc dangereux avec ça, c'est que tu as tellement mis de ton âme et de ton énergie que si le client commence à te dire ouais, mais en fait, ça, je voudrais changer ça, on va corriger, ça, j'aime pas, tu le prends super personnel en fait. Et si plus tu vas prendre de la distance aussi et plus tu dis je suis pas en train de sauver des vies, ce que je fais, c'est pour répondre à une problématique de la vie de tous les jours, mais je ne sauve pas des vies. Puis ça ne changera pas ma vie si telle modification dans laquelle je croyais tellement et que je sais que ce projet-là aurait tellement de potentiel. En fait, ça m'arrive tout le temps. Ça. Des fois, j'ai des projets qui commencent, énormément de potentiel, mais parce que le client, soit j'avais pas compris ses attentes, ou parce que le client a vraiment des attentes spécifiques, ben on perd ce potentiel-là et ça finit par un projet qui est moyen. Puis à la fin, t'es découragé, mais justement, si tu prends cette distance-là et tu te dis ça changera rien en fait. Oui, il y aurait pu avoir énormément de potentiel, puis le projet aurait pu être fou, mais à cause des changements clients, c'était pas fou, tant pis. Ou au pire, en fait, tu fais comme dans les films, tu fais ce qu'on appelle un director's cut, c'est-à-dire tu montres la version que tu aurais pu montrer. Ça marche plus dans un montage vidéo. C'est-à-dire tu vas pas montrer un logo qui n'a pas été retenu, ou alors tu mets, par exemple, il y a une agence que j'adore, un studio que j'adore à Gimmick. Ils l'ont appelé le Graveyard. Donc le cimetière où en fait ils ont mis, en fait il y a leur page principale où il y a tous les projets avec des projets super cool avec des clients super cool qui ont été retenus et qui sont fiers de montrer. Et il y a tout autant de projets ultra cool qui sont dans le cimetière qui en fait ils n'ont jamais fait la cut, ils sont jamais passés, mais ils l'ont montré aussi. Puis ça c'est important. C'est un truc dans la. Puis pareil dans encore le truc que je dis, faut éviter de trop se comparer. Ce que tu vois pas aussi, c'est quand tu regardes mon travail, moi, il y a peut-être sur les 10 projets que je montre, peut-être il y en a 2 que. Enfin, il y en a 8 que j'ai pas montré, il y en a 2 que j'ai vraiment montré. Et ça aussi, on montre pas tout ce qu'on fait, il y a des trucs, on est comme. Ouais. Et puis d'être constamment. Ouais, et puis la débrouillardise, c'est vraiment important. Ok. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Absolument, vraiment. Ouais. Absolument, c'est ça. Est-ce que tu as Ouais, une tortue ninja préférée? Ouais, tu parles de tortue. Ok. elles sont toutes cool en vrai. Ah, ok. Je sais plus, il y a Raffaello, Donatello. Je sais plus qui il y a après. Mais je pense que. Raphaël, Ouais. Leonardo. Mais Laura, c'est quoi? C'est Splinter, c'est ça? Ah oui, Laura? il me semble que oui. Splinter, ouais. Splinter, c'est sûrement lui mon préf, c'est le cerveau. C'est le cerveau de la bande. C'est lui ton préféré? Ouais, je pense, celui qui est un peu dans l'ombre et tout. J'aime la réponse. Il y a une question qu'on pose à la fin de chaque podcast. C'est une question qui fait écho au nom du podcast En deux briques. On voudrait savoir, c'est quoi la brique qui a été essentielle à la construction de ton parcours? Ouh. Probablement, en fait, d'avoir... Je dirais que ce qui m'a vraiment défini, c'est les risques que j'ai pu prendre en début de carrière. Où j'aurais pu être dans un chemin tout tracé. J'aurais pu être dans le confort d'avoir des responsabilités, soit dans une entreprise qui est en train d'exploser et dont tout le monde parle,
ou je pars en fait à mon compte et je recommence tout de zéro. C'est vraiment ça, je dirais que ça a été la brique qui m'a vraiment défini. Et aussi le fait d'avoir déménagé au Québec. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est marrant parce que tout ce que je dis, ces conseils-là, je ne sais pas si j'arriverais. Si je devais les refaire demain, j'arriverais sûrement pas. Je pense que le bon moment pour le faire aussi, c'est quand on est. Je dirais pas, parce que les meilleurs moves, c'est quand on a le plus à perdre. Mais plus on a à perdre et plus c'est dur de faire ce move-là. Ouais. Donc en début de carrière, oui, j'avais des choses à perdre, mais j'avais beaucoup plus à gagner aussi à les faire en prenant ces risques-là. Okay. C'est vrai. Tu ne tapes avec. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est stressant des fois de prendre des risques, mais c'est vrai que des fois, ça permet de... C'est l'inconnu qui d'ouvrir à fait quelque peur chose de là-dedans. plus. Ouais, l'inconnu fait vachement peur. Après, c'est comme le conseil que je donnais. Si par exemple tu pars pigiste à ton compte et que tu as ton fameux petit coussin financier entre 3 et 6 mois pour vivre, peut-être que justement cet aspect-là te fait déjà moins peur. Et après, c'est plus déjà, si tu as enlevé l'aspect argent, ça peut être plus facile de faire ce genre de décision. Ouais. Absolument. Et voyager, c'est tellement important quand on peut. Mais pour voyager, ça prend de l'argent aussi. Ouais. On aimerait C'est ça. starter un GoFundMe pour pour payer qu'on un aille voyage pour voyager. l'équipe. Allez, financez, Allez dans la bio s'il vous pour plaît. donner des fonds. Ça serait le fun. Ben, merci beaucoup. Ouais, vraiment, un gros merci d'être venu. C'était le fun de parler rentrer ici. dans ton univers. Ah, merci, vraiment. c'était super intéressant. J'ai aimé discuter avec vous. C'est la première fois que je fais un podcast, donc je suis content de l'expérience. On est J'ai eu content du que- fun. Merci d'avoir pensé à Ouais. moi. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais. Merci d'être Puis, venu. moi, je recommande full d'aller voir Ouais. son site internet. Là, c'est full beau les projets que tu as fait. Puis le short reel. Le showreel. 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 Oh mon Dieu. J'avais rien compris, moi, Showreel. tantôt. Le showreel. Est-ce qu'il y a Le d'autres choses showreel. que tu veux plug? Je crois pas. Ou non? Non, ça Ok. va comme ça. Parfait. Fait qu'aller voir son showreel. Son C'est showreel. vraiment hot. Comment on écrit ça? Show Comme montrer CHOW. Aerial. OK. Et en plus, j'ai un nom de domaine .tv, ce qui est à chaque fois tu te dis comment ça se fait que .tv, mais c'est vraiment hérité de genre tu fais du motion design qui est contraction de motion graphics design, puis le fait d'avoir un .tv, c'est genre je vais faire des trucs pour la télé, mais c'est de moins en moins Ok. vrai. Ah, OK. Bon, .tv. on recommande fortement d'aller voir ça. C'est Oui, allez vraiment voir full ça, c'est intéressant. nice. Puis sinon, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Oui. Bye bye la gang! Bye. Bye.